Un suiveur de l'Uruguay qui travaille comme opérateur de radio m'a envoyé cette expérience qu'il a vécue il y a 2 ans. Il préfère que je l'appelle simplement Andrés. Si jamais vous avez capté des transmissions étranges sur une radio ou un téléphone, des messages qui ne devraient pas exister ou des voix qui n'ont pas d'explication logique, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ce type de phénomène m'intrigue beaucoup. Ce qu'Andrés a découvert sur une fréquence de radio abandonnée l'a amené à comprendre qu'il existe des transmissions qui n'auraient jamais dû être captées et des messages qu'il valait mieux laisser sans écoute. Je m'appelle Andrés et j'ai 41 ans. Je travaille comme opérateur de radio dans une station AM de Montevideo, Uruguay. C'est un travail de nuit et solitaire, parfait pour quelqu'un comme moi qui a toujours été plus introverti. Ce que je vais raconter s'est produit il y a 2 ans, pendant l'hiver 2021, et a complètement changé ma relation avec les ondes radio et ceux qui voyagent à travers elles. Je travaille à la radio depuis 15 ans. J'ai commencé comme technicien du son et j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir opérateur de nuit. Mon travail consiste à maintenir la transmission en marche pendant la nuit, à diffuser de la musique automatisée, à lire quelques annonces et, occasionnellement, à répondre aux appels des auditeurs insomniaques. C'est un travail calme, presque méditatif. La station où je travaille est dans un vieux bâtiment du centre de Montevideo. Elle a été construite dans les années 40 et est une station de radio depuis lors. Le studio est au 5e étage, une salle insonorisée remplie d'équipements anciens et modernes mélangés. Nous avons des consoles numériques neuves, mais nous conservons également quelques équipements analogiques vintage qui fonctionnent encore parfaitement. Je suis un peu passionné par la technologie radio. Pendant mon temps libre, j'expérimente avec des récepteurs ondes courtes, je cherche des transmissions lointaines, j'écoute des radios amateurs d'autres pays. C'est un hobby fascinant. On ne sait jamais ce qu'on peut capter sur les fréquences les moins fréquentées. Tout a commencé un mardi au début de juillet. C'était une nuit particulièrement froide et pluvieuse, le genre de nuit où Montevideo ressemble à une ville fantôme. Il n'y avait pratiquement personne dans les rues. Mon service avait commencé à 11h du soir et tout se passait normalement. Vers 2h du matin, pendant l'une de mes pauses, j'ai décidé de jouer un peu avec l'un des récepteurs ondes courtes que nous avions dans le studio. C'était un vieux matériel des années 70 que nous gardions plus comme une relique que comme un outil de travail. Mais il fonctionnait encore. J'ai commencé à scanner des fréquences au hasard. Je captais l'habituel, des stations de radio lointaines en espagnol et en portugais, quelques-unes en anglais, des radios amateurs discutant de rien en particulier, un peu de statique, du silence sur des fréquences abandonnées. Et alors, à la fréquence 4.625 MHz, j'ai trouvé quelque chose d'étrange. C'était une voix masculine, parlant en espagnol avec un accent que je n'ai pas pu situer exactement. Mais ce n'était pas ce qu'il disait, mais comment il le disait, qui a attiré mon attention. Il parlait d'un ton monotone, sans inflexion, comme s'il lisait un script. Coordonnées 34 911 Sud, 56 645 Ouest. Profondeur estimée, 80 mètres. Objet localisé, nature inconnue. Émet un signal constant sur une fréquence non standard. Recommandation, ne pas s'approcher. Répétez, ne pas s'approcher. Puis la transmission s'est coupée, remplacée par de la statique. Je suis resté à regarder le récepteur avec curiosité. Des coordonnées, un objet. Ça sonnait comme une sorte de transmission militaire ou scientifique. Les coordonnées, si je les avais entendues correctement, étaient quelque part dans le Rio de la Plata. J'ai noté la fréquence et les coordonnées dans mon carnet. C'était curieux, mais je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance. Je suis retourné à mon travail habituel. Mais la nuit suivante, à la même heure exacte, la transmission était là encore. Même voix, même message, mot pour mot. Coordonnées 34 911 Sud, 56 645 Ouest. Profondeur estimée, 80 mètres. Objet localisé. Nature inconnue. Émet un signal constant sur une fréquence non standard. Recommandation, ne pas s'approcher. Répétez, ne pas s'approcher. Cette fois, je m'assurais de l'enregistrer sur mon téléphone. J'écoutais l'enregistrement plusieurs fois. La voix était définitivement humaine, masculine, probablement d'âge moyen. Mais il y avait quelque chose dans le ton qui me troublait. C'était trop uniforme, sans respiration audible, sans pause naturelle. Je cherchais les coordonnées sur Google Maps. Elles pointaient vers un endroit au milieu du Rio de la Plata, entre l'Uruguay et l'Argentine. 80 mètres de profondeur semblaient raisonnables pour cette zone. Mais qu'était cet objet? Et qui transmettait des informations à ce sujet?
Au cours des jours suivants, la transmission a continué, chaque nuit à 2 heures du matin exactement, pendant environ 30 secondes, le même message. Il ne changeait jamais, il ne variait jamais. Je suis devenu un peu obsédé. J'ai commencé à enquêter. J'ai cherché des informations sur des transmissions mystérieuses à cette fréquence. J'ai posé des questions sur des forums de radioamateurs. Certains m'ont dit que cela pourrait être une transmission de chiffres, l'un de ces messages codés que divers gouvernements transmettent pour communiquer avec des agents ou des stations éloignées. D'autres ont suggéré que cela pourrait être une blague, quelqu'un transmettant en boucle. Mais il y avait quelque chose dans cette transmission qui ne correspondait à aucune de ces explications. La qualité de l'audio était trop bonne pour être une vieille transmission en boucle, et le contenu était trop spécifique pour être aléatoire. Une semaine après avoir entendu la transmission pour la première fois, quelque chose a changé. Le message s'est répandu. Coordonnées 34 911 Sud, 56 145 Ouest. Profondeur estimée, 80 mètres. Objet localisé, nature inconnue. Émet un signal constant sur une fréquence non standard. Recommandation, ne pas s'approcher. Répéter, ne pas s'approcher. Et puis après une pause pleine de statique, mise à jour, l'objet a bougé. Nouvelle profondeur, 60 mètres. Il est en train de monter. Je répète, il est en train de monter. Si quelqu'un écoute cela, éloignez-vous de la zone. Ce n'est pas sûr. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va vraiment pas. La transmission s'est coupée brusquement. J'ai ressenti un frisson parcourir mon dos. Monter? Quel type d'objet pouvait se déplacer tout seul sous l'eau? La nuit suivante, j'attendais anxieusement la transmission. À 2 heures du matin, j'ai syntonisé la fréquence. Cette fois, le message était différent. Et la voix semblait effrayée. Jour 7. L'objet a émergé partiellement. Nous pouvons le voir maintenant. Ce n'est rien que nous reconnaissions. Ce n'est pas un sous-marin. Ce n'est pas naturel. La structure est géométrique mais d'une forme qui ne devrait pas exister. Et les sons qu'il émet. Une pause. Respiration lourde et agitée. La première fois que j'entendais une respiration dans ces transmissions. Les sons affectent l'équipage. Certains signalent des maux de tête sévères. D'autres voient des choses qui ne sont pas là. Nous demandons une évacuation immédiate, mais il n'y a pas de réponse du commandement. C'est comme s'il ne voulait pas que nous sortions. Comme si nous étions observés, étudiés. Plus de statique. Puis la voix à nouveau, maintenant chuchotant avec urgence. Si quelqu'un écoute ça, ne venez pas ici. Ne cherchez pas l'objet. C'est un piège. Ça a toujours été un piège. On nous a attirés ici et maintenant. La transmission s'est coupée, et elle n'est pas revenue cette nuit-là. Je suis resté assis dans le studio, la chair de poule, essayant de traiter ce que je venais d'entendre. Était-ce réel? Était-ce une sorte de drame radiophonique? Mais qui diffuserait un drame sur une fréquence aussi obscure à 2 heures du matin? Au cours des 3 jours suivants, il n'y a eu aucune transmission sur cette fréquence. Juste du silence et des grésillements occasionnels. J'ai commencé à penser que peut-être c'était fini, que quoi que ce soit, cela avait pris fin. Mais alors, lors de la 4e nuit, la fréquence a repris vie. Cette fois, ce n'était pas la même voix, c'était différent. Plusieurs voix superposées, parlant toutes en même temps, créant un chœur cacophonique et incompréhensible. J'ai essayé de distinguer des mots individuels, mais c'était impossible. C'était comme écouter des dizaines de personnes parlant dans différentes langues simultanément. Espagnol, anglais, portugais, et d'autres langues que je ne reconnaissais pas. Et sous toutes ces voix, il y avait un son, un ton bas et pulsant, comme un battement, ou comme quelque chose qui respirait. La transmission a continué pendant 5 minutes complètes. 5 minutes de ce chaos auditif qui m'a fait me sentir physiquement mal. J'ai commencé à avoir mal à la tête. Je me suis senti étourdi. J'ai dû éteindre le récepteur. Quand je l'ai fait, j'ai réalisé que mon nez saignait. Pas beaucoup, juste un fil de sang qui descendait vers ma lèvre. Cela ne m'était jamais arrivé auparavant. J'ai décidé que c'était suffisant. Quoi que soit cette transmission, il n'était pas sain de l'écouter. J'ai décidé d'ignorer complètement cette fréquence. Mais la fréquence ne m'a pas ignoré. 2 nuits plus tard, je travaillais normalement quand notre propre transmission a commencé à avoir des interférences. C'était étrange car notre équipement fonctionnait parfaitement. Les niveaux étaient corrects. Il n'y avait aucune raison technique pour des interférences. Et puis, j'ai commencé à l'entendre.
faible au début, à peine perceptible sous la musique que je diffusais. Ce même ton pulsant, ce battement, il se filtrait dans notre transmission. J'ai révisé tous les équipements frénétiquement. Tout allait bien. Il n'y avait aucune raison pour que nous captions un signal externe. Mais il était là, de plus en plus fort. Et alors les voix ont commencé. Ces mêmes voix superposées, filtrant dans notre fréquence. Nos auditeurs pouvaient les entendre. Mon téléphone a commencé à sonner. Des gens appelaient pour signaler des bruits étranges dans la transmission. C'est juste une interférence technique, leur disais-je. Nous travaillons à le résoudre. Mais je ne savais pas comment le résoudre. J'ai éteint et rallumé les émetteurs. J'ai changé temporairement de fréquence. Rien ne fonctionnait. Les voix étaient toujours là, chuchotant, murmurant, parlant dans ce cœur incompréhensible. Finalement, dans un désespoir, j'ai accordé le récepteur ondes courtes à la fréquence 4,625 MHz. Peut-être que si je comprenais ce qu'était cette transmission, je pourrais trouver un moyen de la bloquer. Ce que j'ai entendu m'a glacé. Ce n'était en plus des voix humaines, c'était autre chose. Quelque chose qui essayait d'imiter des voix humaines, mais qui n'y parvenait pas complètement. Les inflexions étaient fausses, le rythme était antinaturel, et les mots commençaient à former des motifs. Ce n'étaient pas des phrases cohérentes, c'étaient des séquences de mots qui se répétaient, qui s'entrelaçaient, créant quelque chose qui ressemblait à des instructions, comme s'il programmait quelque chose, ou quelqu'un. Et alors j'ai entendu mon nom. Andrés, a chuchoté l'une des voix. Andrés écoute, Andrés comprend, Andrés viendra. J'ai éteint le récepteur d'un coup. Mon cœur battait la chamade. Comment savait-il mon nom? Comment une transmission radio pouvait-elle savoir qui écoutait? Le reste de la nuit fut un cauchemar. Les interférences ont continué jusqu'à l'aube. Quand mon remplaçant est arrivé à 7 heures du matin, je lui ai dit que nous avions eu des problèmes techniques pendant la nuit et je suis rentré chez moi aussi vite que j'ai pu. Je n'ai pas bien dormi. J'entendais encore ces voix dans ma tête, ce ton pulsant. Mon nom chuchotait encore et encore. Quand je suis retourné au travail la nuit suivante, mon patron m'attendait dans le studio. Il avait l'air inquiet. « Et Andrés, que s'est-il passé hier soir ?» demanda-t-il. « Nous avons reçu des centaines de plaintes. Les gens disaient avoir entendu des choses perturbantes dans notre diffusion. Certains ont dit que cela leur avait causé des maux de tête, des nausées. Une vieille dame a même dû aller à l'hôpital. C'était une interférence, expliquai-je. Je ne sais pas d'où cela venait, mais je n'ai pas pu la bloquer. Nos techniciens ont vérifié tout l'équipement aujourd'hui. Ils n'ont rien trouvé de mal. Les émetteurs fonctionnent parfaitement. » Il me regarda avec méfiance. « Es-tu sûr de n'avoir rien fait? N'as-tu pas expérimenté avec des fréquences que tu ne devrais pas ?» Comment pouvais-je lui expliquer? Comment pouvais-je lui dire que j'avais écouté une transmission mystérieuse qui connaissait mon nom? « Je n'ai rien fait de mal, dis-je. C'était juste une interférence étrange. » Mon patron ne semblait pas convaincu, mais il n'avait aucune preuve que j'avais fait quelque chose d'inapproprié. « Eh bien, assure-toi que cela ne se reproduise plus. Nous perdons notre crédibilité auprès de nos auditeurs. Cette nuit-là, j'ai travaillé avec anxiété, attendant que les interférences reviennent. Mais elles ne sont pas revenues. La transmission a été propre et claire toute la nuit. Je n'ai pas touché le récepteur à ondes courtes. Je l'ai laissé éteint dans son coin. Je ne voulais pas savoir ce que cette fréquence maudite transmettait. Mais à 2 heures du matin, le récepteur s'est allumé tout seul. Je l'ai vu de mes propres yeux. Personne ne l'a touché. J'étais de l'autre côté du studio. Mais le récepteur a pris vie, les lumières se sont allumées, et il s'est automatiquement accordé à la fréquence 4,625 MHz. Et la voix est sortie des haut-parleurs, cette voix qui ne sonnait plus humaine. « Andrés, nous savons que tu es là. Nous savons que tu écoutes. Tu as écouté depuis le début. Et maintenant tu fais partie de cela, partie du signal, partie de la transmission. » Je me suis levé lentement, marchant vers le récepteur. Je devais l'éteindre, le détruire si nécessaire. « Nous ne voulons pas te blesser, » continua la voix. « Nous voulons juste communiquer. Nous avons transmis pendant si longtemps à chercher quelqu'un qui puisse vraiment écouter. Et toi, tu peux, Andrés. Tu as le don, la sensibilité pour percevoir ce que les autres ne peuvent pas. Que es-tu » ai-je demandé à haute voix, me sentant ridicule de parler à un récepteur radio. Il y eut une pause. Puis la voix répondit, et je jure que je pouvais sentir de la satisfaction dans son ton. « Nous sommes ce qui reste, ce qui demeure. Nous existons dans les ondes, dans les fréquences que personne ne surveille. Nous sommes des échos de quelque chose qui a été, ou peut-être que nous n'avons jamais été.
Il est difficile de se souvenir après tant de temps à transmettre. L'objet dans la rivière? L'équipage? Un point d'ancrage. Un parmi tant d'autres. Nous avons besoin de points d'ancrage pour nous manifester dans ta réalité. L'objet en était un. Cette fréquence en est une autre. Et maintenant, tu en es un autre. Un frisson de terreur pure m'a parcouru. Que veux-tu dire? Chaque fois que tu écoutes, tu deviens plus en phase avec nous, plus partie du réseau. Bientôt, tu pourras transmettre aussi, être une voix de plus dans le cœur. C'est un honneur, Andrés. Rejoindre quelque chose de plus grand que toi-même. Non, dis-je fermement, je ne veux faire partie de rien. J'ai pris le récepteur et l'ai débranché du mur, arrachant le câble. Le récepteur s'est éteint, mais les voix ne se sont pas arrêtées. Elles venaient maintenant des haut-parleurs de notre propre studio, de tous les appareils électroniques dans la pièce. Tu ne peux pas nous éteindre, Andrés. Nous sommes sur toutes les fréquences maintenant. Et surtout, nous sommes en toi. Je me suis bouché les oreilles, mais les voix continuaient. Elles ne venaient pas de l'extérieur. Elles venaient de l'intérieur de ma tête. Ce cœur de voix, ce ton pulsant, tout résonnant dans mon crâne. Je suis tombé à genoux, criant pour étouffer les voix. Je ne sais pas combien de temps j'ai été comme ça. Ça aurait pu être des minutes ou des heures. Finalement, les voix ont commencé à s'estomper, reculant à un murmure lointain. Quand j'ai pu penser clairement à nouveau, j'ai pris mon téléphone et appelé mon patron. Je me fichais qu'il soit tôt le matin. Je démissionne, lui ai-je dit quand il a répondu en bâillant. Avec effet immédiat, je ne retournerai pas à cette station. Quoi, Andrés, que se passe-t-il? Il y a quelque chose qui ne va pas avec cet endroit. Avec les équipements. Ou avec moi. Je ne sais pas. Mais je ne peux pas rester là. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. J'ai pris mes affaires personnelles, et je suis sorti du studio, laissant tout allumé, les lumières, les équipements, la transmission, que quelqu'un d'autre s'en occupe. Les jours suivants ont été difficiles. Les voix ne sont pas complètement parties. Elles étaient là, au fond de mon esprit, chuchotant constamment. Surtout quand il y avait du silence. Surtout la nuit. J'ai consulté des médecins. Ils m'ont fait des IRM, des évaluations psychiatriques. Ils n'ont rien trouvé de physiquement anormal. Les psychiatres voulaient me prescrire des médicaments, pensant que j'avais des hallucinations auditives. J'ai pris le médicament. Cela a aidé un peu. Les voix sont devenues plus faibles. Mais elles n'ont jamais complètement disparu. Finalement, j'ai cherché de l'aide d'un autre type. J'ai trouvé un homme qui se spécialisait dans des phénomènes inhabituels. Ce n'était pas un prêtre ni un guérisseur exactement. Il se décrivait comme un technicien de la réalité. Ce qui sonnait ridicule, mais à ce stade, j'étais prêt à essayer n'importe quoi. Il s'appelait Esteban et avait un petit atelier rempli d'équipements électroniques rares. Des radios anciennes, des oscilloscopes, des compteurs de fréquences et d'autres dispositifs que je ne reconnaissais pas. Je lui ai raconté mon histoire. J'espérais qu'il se moquerait de moi ou me dirait que j'étais fou. Mais il ne l'a pas fait. Il a écouté attentivement et a hoché la tête de temps en temps. « Vous avez été exposé à une fréquence parasite », a-t-il finalement dit. « Elles sont rares mais existent. Des transmissions qui n'ont pas de source physique au sens traditionnel. Elles existent dans des couches de réalité que nous ne percevons normalement pas. Mais certains individus, en particulier ceux qui travaillent beaucoup avec la technologie de communication, peuvent devenir sensibles à elles. Comment puis-je m'en débarrasser? Tu ne peux pas te débarrasser complètement. Une fois que tu as synchronisé avec une fréquence parasite, tu auras toujours un certain niveau de connexion. Mais je peux t'aider à la filtrer, à réduire son influence. Il sortit un petit dispositif de la taille d'un ancien Walkman. Cela génère un champ d'interférence spécifique. Tu l'utilises près de ta tête et cela bloque partiellement les fréquences parasites. Il m'a donné l'appareil avec des instructions sur la façon de l'utiliser. Il m'a également donné d'autres conseils. Éviter les endroits avec beaucoup d'équipements électroniques, en particulier les radios. Ne pas écouter les transmissions en ondes courtes. Rester éloigné des fréquences peu communes. Et surtout, a-t-il ajouté, ne réponds jamais, jamais si les voix te parlent directement. N'engage pas de conversation avec elles. Chaque interaction les renforce. J'ai suivi ses conseils religieusement. L'appareil a aidé. Les voix se sont réduites à un murmure occasionnel que je pouvais ignorer la plupart du temps. J'ai trouvé un nouveau travail, loin de tout ce qui est lié à la radio ou aux télécommunications. Je travaille maintenant dans une librairie, un environnement calme et analogique.
C'est mieux ainsi. Mais il y a des moments, surtout lors des nuits silencieuses, où je peux encore les entendre. Ce cœur lointain, ce ton pulsant. Et occasionnellement, très occasionnellement, j'entends mon nom murmurer entre la statique. J'ai enquêté davantage sur la fréquence 4125 MHz après tout cela. J'ai découvert que je ne suis pas le seul à avoir signalé des transmissions étranges sur cette fréquence. Il existe des forums entiers d'amateurs de radio discutant de la fréquence maudite. Certains ont entendu des choses similaires à ce que j'ai entendu. D'autres rapportent des expériences différentes mais tout aussi troublantes. La théorie la plus courante est qu'il s'agit d'un type d'expérience militaire ou de renseignement. Des transmissions conçues pour tester de nouvelles méthodes de communication ou peut-être de contrôle mental. Personnellement, je pense que c'est quelque chose de différent. Quelque chose de plus ancien et de plus étrange. Je crois qu'il existe des choses qui existent sur les fréquences radio que nous ne comprenons pas. Des entités, des intelligences, ou simplement des phénomènes qui utilisent les ondes électromagnétiques comme moyen d'existence. Et quand nous nous accordons sur les bonnes fréquences, au bon moment, nous pouvons les capter. Je ne sais pas exactement ce que je transmettais à 4625 MHz. Si c'était vraiment une intelligence séparée ou si c'était une sorte de phénomène psychologique amplifié par la technologie. Peut-être que je ne le saurai jamais. Ce que je sais, c'est ceci. Il y a des choses qui émettent sur des fréquences que personne ne surveille. Des messages qui ne sont pas destinés à être entendus par des humains. Et certains de ces messages peuvent te changer si tu les écoutes trop longtemps. Alors, si jamais tu expérimentes avec des radios à ondes courtes, si jamais tu scannes des fréquences au petit matin et que tu trouves quelque chose d'étrange, quelque chose qui n'a pas de sens, quelque chose qui fait dresser les poils et te donne mal à la tête, éteins-le. Ne continue pas à écouter, n'essaie pas de comprendre, et surtout, ne réponds pas s'il te parle. Parce qu'une fois que tu établis le contact, une fois que tu deviens partie du signal, tu ne te libéreras jamais complètement. Les voix seront toujours là, chuchotant en arrière-plan, attendant le moment où tu baisseras ta garde, attendant à transmettre à travers toi. Ainsi se termine le témoignage qu'Andrés m'a partagé. Il m'a dit qu'il vit maintenant une vie tranquille dans la librairie, qu'il utilise l'appareil de blocage religieusement, et qu'il a appris à vivre avec le murmure occasionnel qui n'a jamais complètement disparu. Il a quitté la radio professionnelle pour toujours. Si jamais tu as capté des transmissions étranges sur des fréquences que tu ne devrais pas, ou si tu as expérimenté des phénomènes liés à des équipements de communication, partage-le dans les commentaires. Ces histoires me fascinent. Si tu as apprécié ce récit, envisage de t'abonner pour plus d'histoires chaque semaine. Prends soin de toi et fais attention aux fréquences que tu tentes de capter. Certaines choses valent mieux qu'on ne les entende pas. On se retrouve pour la prochaine histoire. Cette histoire m'a été envoyée par un auditeur qui se présente comme Andrés, médecin de garde dans un hôpital public d'une ville moyenne. Il m'a écrit qu'il n'est pas une personne qui croit aux choses surnaturelles, que sa formation et son travail l'ont entraîné à chercher des explications rationnelles à tout, et que précisément pour cela, ce qu'il a vécu lors d'une garde nocturne il y a 2 ans l'a perturbé d'une manière qu'il n'a pas encore pu résoudre complètement. Si tu as une expérience cachée que tu ne sais jamais comment raconter, écris-moi. Parfois, le bon endroit pour certaines histoires n'est pas la conversation quotidienne, mais un espace comme celui-ci, où personne ne te jugera. Maintenant, permets-moi de te raconter ce qui est arrivé à Andrés dans le service d'hospitalisation, lors du tour de 3 heures du matin, avec un patient qui n'avait pas parlé depuis 3 semaines. Je travaille aux urgences et à l'hospitalisation depuis 12 ans. J'ai vu des gens mourir. J'ai vu des personnes dans les moments les plus extrêmes de leur vie, avec la peur sur le visage et le corps qui lâche, et la conscience s'accrochant à ce qu'elle peut. J'ai appris à traiter cela de la manière dont apprennent les médecins, avec une distance fonctionnelle qui n'est pas de la froideur, mais de la survie professionnelle, la capacité de compartimenter ce que l'on voit pour pouvoir continuer à être utile. Je raconte cela pour qu'il soit clair dès le début que je ne suis pas quelqu'un qui s'effraie facilement. Je ne suis pas quelqu'un qui interprète les craquements d'un vieux bâtiment comme quelque chose de surnaturel ni qui voit l'insens dans les coïncidences. Je suis, ou j'étais, une personne profondément sceptique à propos de tout ce qui n'a pas d'explication vérifiable.
Ce qui s'est passé cette nuit-là au 4e étage n'a pas d'explication vérifiable, et j'ai passé 2 ans à essayer de la trouver. L'hôpital où je travaille a 5 étages d'hospitalisation et des urgences au rez-de-chaussée. Le 4e étage est celui de la médecine interne, où sont admis les cas nécessitant une observation prolongée mais qui ne sont pas en situation critique. C'est un étage calme comparé aux urgences ou à l'USI. Les patients sont généralement des personnes âgées, avec des pathologies chroniques décompensées, qui y restent pendant des jours ou des semaines, le temps de se stabiliser. À cet étage, il y avait un patient qui était hospitalisé depuis 3 semaines lorsque ce que je vais raconter s'est produit. Il s'appelait Don Aurelio, il avait 84 ans et il avait été admis pour une pneumonie qui avait évolué de manière compliquée chez un homme de son âge et avec ses antécédents. Physiquement, il répondait au traitement, les marqueurs s'amélioraient semaine après semaine, et tout indiquait que dans quelques semaines de plus, il pourrait sortir. Le problème était que Don Aurelio ne parlait pas, non pas parce qu'il ne pouvait pas. Ses cordes vocales fonctionnaient, ses voies respiratoires étaient dégagées, son niveau de conscience était adéquat. Il ne parlait tout simplement pas. Il regardait ceux qui entrèrent dans sa chambre avec une attention complète et calme, répondait à des instructions de base, se laissait examiner sans résistance, mais ne prononçait pas un seul mot. La psychiatrie l'avait évalué, le neurologue aussi. Il n'y avait pas de lésion identifiable, pas de démence diagnosticable. La conclusion provisoire était un mutisme réactif, probablement lié au stress de l'hospitalisation prolongée chez un ancien. Ses proches, une fille et un gendre qui venaient lui rendre visite chaque après-midi, disaient qu'il avait toujours été un homme de peu de mots, mais que cela était différent, que depuis son admission, il y avait quelque chose en lui qu'ils ne reconnaissaient pas, que parfois, quand ils arrivaient en visite, ils le trouvaient à regarder le coin de la chambre, le coin qui était devant son lit, avec une fixation qui les mettait mal à l'aise. J'avais pris soin de Don Aurelio lors de plusieurs gardes. C'était un patient facile dans le sens pratique. Il ne posait pas de problème, n'avait pas besoin de beaucoup d'attention active au-delà du contrôle routinier. Mais il y avait quelque chose en lui qui me dérangeait aussi, bien que jusqu'à cette nuit-là, je ne l'avais jamais vraiment analysé. C'était la façon dont il regardait ce coin. La garde de mercredi a commencé normalement. J'ai reçu le rapport de l'après-midi. J'ai examiné les patients nécessitant une attention prioritaire. J'ai fait un tour dans les étages. Don Aurelio était stable. Il a dîné de ce qu'on lui a servi, ce qui était déjà en soi une amélioration par rapport aux semaines précédentes. Quand je suis entré dans sa chambre vers 10 heures du soir pour le contrôle nocturne, il m'a regardé avec cette attention tranquille et immobile qui lui était propre. Le coin devant son lit était vide, comme toujours. Mais ce soir-là, il ne le regardait pas. Il me regardait moi. J'ai noté ses constantes, lui ai demandé s'il avait mal. J'ai reçu le silence comme réponse habituelle, et je suis sorti. À 1 heure du matin, ils m'ont appelé du 4e étage. L'infirmière de garde, qui s'appelait Pilar et qui travaillait dans cet hôpital depuis plus d'années que moi, m'a appelé d'une voix qui n'était pas celle d'une urgence médicale, mais d'autre chose que je n'ai pas su classifier immédiatement. « Docteur Andrés, pouvez-vous venir à la chambre 42 ?» La 42 était la chambre de Don Aurelio. « Que se passe-t-il » ai-je demandé. « Est-ce qu'il a empiré ?»« Non. » a dit Pilar. Il parle. J'ai mis 1 seconde à traiter cela. Il parle? Oui. Une brève pause. Venez, s'il vous plaît. Je suis monté au 4e étage. Le couloir était dans cette calme spécifique des hôpitaux à l'aube, l'éclairage réduit, le son lointain d'un moniteur, l'odeur de désinfectant que l'on finit par ne plus remarquer après des années, mais que cette nuit-là, je percevais avec une étrange clarté. Pilar m'attendait devant la chambre 42. C'était une femme d'une 50aine d'années, avec cette expérience accumulée de celle qui a pratiquement tout vu dans un hôpital et ne s'énerve plus facilement. Mais cette nuit-là, elle avait une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. « Depuis quand parle-t-il » demandai-je à voix basse. « Depuis environ 20 minutes » dit Pilar, également à voix basse. Cela m'a interpellé car j'ai entendu la voix depuis le couloir et j'ai pensé qu'une personne était entrée pour lui rendre visite, que c'était une voix que je ne reconnaissais pas. Je suis entré, et il était seul. Que dit-il? Pilar me regarda. C'est ce que je veux que vous entendiez, dit-elle. J'ai poussé doucement la porte et suis entré. La chambre était dans la pénombre, avec seulement la lumière tamisée de la tête de lit allumée. Don Aurelio était assis dans le lit, les yeux ouverts, regardant directement dans le coin d'en face, ce coin que ses proches avaient mentionné. Et il parlait.
C'était une voix basse, continue, avec le rythme de quelqu'un qui entretient une conversation. Pas un monologue. Une conversation avec des pauses entre les phrases, comme s'il écoutait des réponses que je ne pouvais pas entendre. La voix était calme, sans agitation, sans signe d'angoisse. Mais il y avait quelque chose en elle qui a fait dresser les poils de mes bras avant que mon cerveau ne traite pourquoi. Ce n'était pas la voix de Don Aurelio. Oh, ce n'était pas exactement sa voix. Elle était plus profonde. Elle avait une cadence différente, quelque chose de plus ancien dans le ton, comme si les mots venaient d'un endroit plus profond que la gorge. Je l'attribuais à ce premier moment à la maladie, aux effets de semaines d'intubation préalable, à toute explication médicale qui pourrait justifier ce que j'entendais. Je me suis approché, je me suis tenu à côté de son lit. Don Aurelio ne me regardait pas. Ses yeux restaient fixés dans le coin. J'écoutais ce qu'il disait. La plupart étaient difficiles à comprendre, des mots à voix basse qui se superposaient les uns aux autres. Mais j'ai saisi des fragments. Et ce que j'ai capté m'est resté gravé avec une précision qui me semble encore étrange, car à ce moment-là, je n'étais pas en mesure de prendre des notes. Mais les mots se sont installés dans ma mémoire avec une clarté qui ne correspondait pas aux circonstances. Il a dit « Je sais que c'est le moment ». Et ensuite, après une pause, « Pas encore ». Et ensuite, « Il y a quelqu'un qui ne devrait pas entendre cela ». À ce moment-là, ses yeux se sont déplacés du coin vers moi. Il m'a regardé directement, avec cette attention calme et complète. Et pour la première fois en 3 semaines de garde, Don Aurelio m'a parlé à moi. « Docteur », a-t-il dit, avec cette voix qui n'était pas tout à fait sa voix. « Croyez-vous en ce qui ne peut être vu ?» Il m'a fallu une seconde pour répondre. « Je suis médecin. Je suis entraîné à garder mon calme dans des situations de stress. » « Don Aurelio, ai-je dit, de la voix la plus calme possible. Je suis heureux que vous parliez. Comment vous sentez-vous ? Il n'a pas répondu à ma question. Il a continué à me regarder. Il y a des choses qui restent dans les lieux, dit-il. Comme l'odeur de tabac dans une pièce où quelqu'un a fumé pendant des années. On ne le voit pas, mais ça existe. Vous comprenez ? Je comprends ce que vous me dites, dis-je. Non, dit-il. Et dans ce refus, il y avait quelque chose qui n'était pas de la correction, mais plutôt une certitude tranquille de celui qui sait exactement de quoi il parle. Vous comprenez les mots, pas ce qu'il y a derrière les mots. Il se recoucha contre l'oreiller. Ses yeux revinrent au coin, et la conversation que je ne pouvais pas entendre continua. Je suis sorti de la chambre. Pilar était dans le couloir. Est-ce que quelque chose comme ça s'était déjà produit auparavant ? Lui ai-je demandé. Elle a pris un moment. Dans cette chambre, dit-elle, il y a environ 7 ans, un patient est mort après avoir été hospitalisé pendant plusieurs semaines. C'était aussi un homme âgé. Il a également passé la dernière semaine à parler à quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir ou entendre. Elle a fait une pause. À l'époque, je pensais que c'était à cause des médicaments, ou de l'état terminal, ou simplement de ce qui arrive aux gens quand ils sont très proches de la fin. Et maintenant, dis-je. Pilar m'a regardé avec cette expression qui n'était pas exactement de la peur, mais quelque chose de plus réfléchi. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être des choses qui se produisent dans certains endroits et que certaines personnes peuvent percevoir et d'autres non, dit-elle. Et que Don Aurelio fait partie de celles qui peuvent. Je suis retourné dans la chambre 3 fois de plus cette nuit-là. À chaque fois, Don Aurelio était dans la même position, les yeux dans le coin, parlant à voix basse. Lors de ma 2e visite, ces constantes étaient parfaitement normales. Lors de la 3e, vers 4 heures du matin, il se tut, ferma les yeux et s'endormit avec la placidité de quelqu'un qui a terminé une longue et satisfaisante conversation. Je restai un moment à la porte de sa chambre, regardant ce coin vide auquel il avait consacré tant d'heures d'attention, et j'essayais de ressentir quelque chose, n'importe quoi, une variation de la température ou de la pression de l'air, ou de tout paramètre mesurable, qui me donnerait une encre rationnelle à ce que j'avais été témoin. Je ne ressentis rien. Le coin était un coin. Mur blanc, sol en linoléum, le pied d'une chaise de visite. Sans rien de visible, sans aucune anomalie détectée, sans rien que ma formation médicale ou mon bon sens puissent indiquer comme source de ce qui s'était passé cette nuit-là. J'ai fermé la porte et suis allé écrire les notes de garde. Le lendemain matin, lorsque le jour est arrivé, j'ai informé la médecin responsable de Don Aurelio que le patient avait parlé pendant la nuit.
Elle l'a noté avec un intérêt clinique, est allée le voir et m'a appelé un moment plus tard avec quelque chose dans la voix qui n'était pas exactement de la surprise mais plutôt quelque chose de plus proche de la perplexité contrôlée. Don Aurelio lui avait parlé. Pas beaucoup, pas de manière extensive. Mais il avait répondu à ses questions avec brièveté et clarté. Il lui avait dit qu'il se sentait bien. Il lui avait demandé quand il pouvait rentrer chez lui. La médecin l'a interprété comme une résolution spontanée du mutisme, qui n'était pas inhabituelle dans ce type de cas. Elle a appelé la psychiatrie pour une réévaluation. Elle a appelé la famille pour les informer du changement. Tout le monde était content. Moi aussi, j'aurais dû l'être. Le patient s'améliorait. C'était le résultat attendu. Mais cet après-midi-là, avant de rentrer chez moi pour dormir après ma garde, je suis monté une fois de plus au 4e étage. La porte de la chambre 42 était ouverte. Don Aurelio était assis sur le lit, regardant par la fenêtre, avec la lumière de l'après-midi entrant obliquement. La fille était venue en visite et était assise à ses côtés, lui tenant la main, avec cette expression de soulagement de celui qui a retrouvé quelque chose qu'il craignait d'avoir perdu. Je me suis penché sur le seuil. Don Aurelio m'a vu, et il m'a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. « Docteur ». Sa voix était maintenant plus reconnaissable, plus à lui, avec ce ton rauque des hommes de son âge qui ont beaucoup fumé. « Merci d'être resté hier soir. »« C'est mon travail, » dis-je. Il secoua la tête très lentement. « Pas pour ça, » dit-il. « Pour ne pas être parti quand vous auriez dû le faire. » Une pause. Il y a des choses qui se passent mieux s'il y a quelqu'un présent. Quelqu'un qui n'a pas peur. La fille nous regardait sans tout à fait comprendre l'échange. Moi non plus, je ne comprenais pas tout à fait. Mais j'ai acquiescé. Et Don Aurelio regarda à nouveau par la fenêtre. Elle a été sortie 2 semaines plus tard. Elle est sortie en marchant, avec sa fille d'un côté et son gendre de l'autre, avec cette dignité tranquille des anciens qui ont décidé que le temps qu'il leur reste, ils vont le vivre selon leurs propres termes. En passant devant le poste de soins, elle m'a vu et s'est arrêtée un moment. « Prenez soin de vous », m'a-t-elle dit, simplement, et elle est partie. Pilar et moi nous sommes regardés lorsqu'elle a disparu dans le couloir vers les ascenseurs. « Est-ce qu'elle vous a déjà demandé avec qui elle parlait ?» m'a dit Pilar. « Pas directement, ai-je dit. »« Moi, oui, a-t-elle dit, le matin après cette nuit-là. Je lui ai demandé, aussi simplement que ça, avec qui elle avait parlé. Elle a fait une pause. Elle m'a regardé un moment et m'a dit, avec quelqu'un qui avait besoin d'être écouté, et qui attendait depuis longtemps que quelqu'un puisse le faire. J'ai traité cela en silence. « Et vous, que pensez-vous » lui ai-je demandé. Pilar a ramassé quelques papiers sur la table du poste et les a rangés avec cette efficacité qui est la sienne, de celle qui a toujours quelque chose à faire. « Je pense, dit-il, qu'il y a des personnes qui peuvent faire des choses que d'autres ne peuvent pas, qu'il y a des endroits où ces choses sont plus faciles, et que parfois ce qui semble être une maladie est en réalité quelque chose de complètement différent. » Il me regarda. Et je pense que cette chambre est maintenant plus calme qu'avant l'arrivée de Don Aurelio. Et cela, quoi que cela signifie, me semble bien. Il s'est écoulé 2 ans depuis cette nuit. J'ai continué à travailler dans le même hôpital, au même 4e étage, et je suis entré dans la chambre 42 des centaines de fois depuis. C'est une chambre comme les autres, avec ses murs blancs, son sol en linoléum et sa fenêtre donnant sur le parking. Le coin en face du lit est un coin. Mais il y a quelque chose qui a changé en moi cette nuit-là et qui n'est pas revenu à son état antérieur. C'est la façon dont j'écoute les patients parler de choses que je ne peux pas voir. Ce n'est pas que je crois maintenant aveuglément au surnaturel. Je reste médecin. Je cherche toujours d'abord les explications médicales. Je continue à appliquer le protocole. Mais il y a quelque chose dans mon attitude qui s'est ouvert d'1 millimètre cette nuit-là et qui ne s'est pas complètement refermé. Une disposition à considérer que peut-être tout ce qui se passe dans les chambres des hôpitaux à l'aube n'a pas d'explication qui tienne dans un manuel de médecine. Et parfois, quand je fais ma ronde nocturne et que je passe devant le 42 avec la porte entrebâillée et la chambre dans la pénombre, je reste un moment dans le couloir, écoutant. Le silence qui règne là-dedans est différent de celui des autres chambres. Je ne sais pas si cela signifie quelque chose, mais je ne l'ignore plus. Et c'est tout ce qu'Andrés m'a raconté. Jusqu'ici, le témoignage d'Andrés. Il m'a écrit à la fin que Don Aurelio est décédé quelques mois après sa sortie, chez lui, entouré de sa famille. Tranquillement, selon ce que sa fille lui a dit dans un message qu'elle lui a envoyé pour l'avertir. J'ai trouvé important d'inclure cela,
Il y a quelque chose dans cette histoire qui a à voir avec l'écoute, avec ce qui se passe quand quelqu'un prête enfin attention à ce que d'autres ne peuvent ou ne veulent pas voir. Si tu travailles dans un hôpital ou dans n'importe quel endroit où tu es proche de personnes dans des moments limites et que tu as vécu quelque chose que tu ne sais pas comment expliquer, j'aimerais le savoir. Laisse-le dans les commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, envisage de le faire. Il y a d'autres histoires comme celle-ci qui attendent. Repose-toi bien ce soir. On se reparle bientôt. Cette histoire m'a été racontée par une abonnée nommée Patricia qui vit à Bogota, en Colombie. Ce qu'elle m'a confié sur la nounou qu'elle a engagée pour s'occuper de ses enfants est quelque chose que toute mère travailleuse pourrait vivre, et c'est précisément ce qui la rend si effrayante. Si vous avez déjà laissé vos enfants sous la garde de quelqu'un et que vous avez remarqué des changements étranges dans leur comportement, des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer, laissez un commentaire. Parfois, nous faisons confiance à des étrangers pour prendre soin de ce que nous aimons le plus, et nous ne savons pas toujours vraiment qui ils sont. Voici l'histoire de Patricia et des 3 mois où une inconnue est restée chez elle chaque nuit, faisant des choses que aucune mère ne devrait découvrir. Je m'appelle Patricia, j'ai 35 ans, et je suis mère célibataire de 2 enfants, Matteo, 7 ans, et Camila, 5 ans. Leur père nous a quittés lorsque Camila avait à peine 1 an, et depuis, je les élève seul. Je travaille comme infirmière à l'hôpital San Ignacio à Bogota. C'est un bon travail, mais les horaires sont brutaux. L'année dernière, on m'a assigné en permanence au poste de nuit, de 10 heures du soir à 6 heures du matin, 4 nuits par semaine. Le problème était évident. Qui s'occuperait de mes enfants pendant ces nuits? Mes parents vivent à Cali, trop loin pour aider régulièrement. Je n'avais pas de famille proche à Bogota. Les crèches de nuit sont très chères, et la plupart n'acceptent pas les enfants pour rester toute la nuit. J'avais désespérément besoin d'une babysitter de nuit. Quelqu'un de fiable qui viendrait à mon appartement à 9h30 du soir, resterait avec les enfants pendant qu'ils dormaient, et partirait quand je reviendrais à 6h30 du matin. J'ai publié des annonces dans des groupes Facebook, sur des pages d'emploi, j'ai demandé des références. J'ai interviewé 7 personnes pendant 2 semaines. Aucune ne m'a convaincu. Certaines demandaient trop d'argent, d'autres n'avaient pas d'expérience. Une m'a donné une très mauvaise impression pendant l'entretien. J'étais sur le point de quitter mon travail quand j'ai reçu un message d'une femme appelée Elena Ruiz. Elle disait qu'elle avait 15 ans d'expérience en tant que nounou, des références vérifiables, et qu'elle était disponible exactement aux horaires dont j'avais besoin. Je l'ai interviewée un samedi après-midi dans mon appartement. Elena avait environ 55 ans, des cheveux courts et gris, une silhouette mince, une voix douce. Elle s'habillait de manière conservatrice et portait un chapelet au cou. Elle parlait calmement et me regardait directement dans les yeux, en répondant à mes questions. Il m'a dit qu'il avait élevé 3 enfants, tous adultes maintenant, et qu'il travaillait comme nounou depuis des années parce qu'il adorait les enfants et que la maison vide le faisait se sentir seul. Les enfants me donnent un but, dit-elle avec un sourire chaleureux, surtout les petits. Il y a quelque chose de si pur en eux, n'est-ce pas? J'ai vérifié ses références. 3 familles précédentes, toutes avec des commentaires positifs. Je l'ai appelée pour chacune d'elles. Toutes ont dit qu'Elena était fiable, affectueuse, excellente avec les enfants. Pourquoi ne travaille-t-elle plus avec vous? Ai-je demandé à l'une des références. Nos enfants ont grandi et n'avaient mal à plus besoin de nounou. Mais si nous avions un autre bébé, je l'embaucherais immédiatement. Cela m'a convaincu. J'ai offert le poste à Elena. Elle a accepté. Elle a commencé la semaine suivante. Les premiers jours ont été parfaits. J'arrivais à la maison à 6h30 du matin et tout était en ordre. Les enfants dormaient dans leur lit. La maison était propre. Elena partait avec un sourire, me disant que tout avait été calme. Matteo et Camila ne se plaignaient pas. En fait, ils semblaient contents. Madame Elena est sympathique, disait Matteo. Elle nous lit des histoires avant de dormir. Après 2 semaines, j'ai commencé à me détendre. J'avais enfin trouvé quelqu'un de fiable. Je pouvais me concentrer sur mon travail sans me soucier constamment de mes enfants. Mais alors j'ai commencé à remarquer de petites choses. Des détails que j'avais d'abord ignorés. Les jouets des enfants apparaissaient à des endroits où ils ne devraient pas être. Des jouets qui étaient rangés dans leurs chambres apparaissaient dans le salon, ou dans la cuisine, ou dans la salle de bain.
Pourquoi ces jouets sont-ils partout dans la maison? Ai-je demandé à Matteo un matin. Il haussa les épaules. Madame Elena dit que c'est bien que les jouets explorent la maison la nuit. Explorent? Oui. Elle dit que les jouets sont vivants la nuit quand nous dormons, et elle les aide à explorer. C'était étrange, mais je pensais que c'était juste une façon créative de divertir les enfants avant de dormir. Rien d'alarmant. Puis j'ai commencé à remarquer que mes affaires bougeaient aussi. De petites choses. Un livre que je laissais sur la table de nuit apparaissait dans le salon. Mes clés de voiture, que je laissais toujours sur le crochet près de la porte, apparaissaient dans la cuisine. Au début, je pensais que c'était moi, que je les déplaçais sans m'en rendre compte à cause de la fatigue. Travailler de nuit dérange ton sens du temps et ta mémoire. Mais alors j'ai trouvé quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. C'était un mercredi matin. Je suis rentré à la maison après un service particulièrement épuisant. Elena était déjà partie. Les enfants dormaient. Je suis allé dans ma chambre pour changer de vêtements. Dans mon tiroir de chevet, à côté du lit, il y avait une photo de moi quand j'étais enfant. Une photo que je gardais depuis des années dans une boîte au fond de mon placard. C'était de quand j'avais environ 8 ans, dans le jardin de la maison de mes parents. Pourquoi étais-tu là? Je ne l'avais pas sorti. Et il n'y avait aucune raison pour qu'Elena entre dans ma chambre. Les enfants dormaient dans leur propre chambre. J'ai envoyé un message à Elena. J'ai trouvé une photo de moi enfant dans mon tiroir. Es-tu entré dans ma chambre hier soir? Sa réponse est arrivée une demi-heure plus tard. Oui, désolé. Camilla s'est réveillée en demandant de l'eau, et j'ai entendu un bruit dans ta chambre. Je suis entré vérifier que tout allait bien. J'ai vu la photo par terre. Peut-être qu'elle est tombée de quelque part, et je l'ai mise dans le tiroir pour ne pas l'abîmer. J'espère ne pas avoir été invasive. L'explication avait du sens, mais quelque chose me dérangeait. Cette photo avait été dans une boîte fermée. Elle ne pouvait pas simplement tomber. Cette nuit-là, avant de partir au travail, j'ai vérifié ma chambre. J'ai remis la photo dans la boîte, fermé la boîte, et l'ai mise sur l'étagère supérieure du placard. J'ai aussi fermé la porte du placard. Le lendemain matin, lorsque je suis revenu, la photo était à nouveau sur mon bureau. La boîte était toujours sur l'étagère, fermée. Mais la photo avait été enlevée et remise au même endroit que la veille. Cette fois, je n'ai pas écrit à Elena. J'ai décidé d'installer une caméra. J'ai acheté une petite caméra de sécurité, de celles qui se connectent via Wi-Fi et que l'on peut voir depuis son téléphone. Je l'ai installée dans ma chambre, cachée sur l'étagère, pointant vers mon lit et mon bureau. Cette nuit, depuis l'hôpital, j'ai regardé la transmission en direct pendant mes pauses. À 23h30, Elena est entrée dans ma chambre. Elle a ouvert mon placard. Elle a sorti la boîte. Elle a sorti la photo. Elle l'a regardée pendant presque 5 minutes, la fixant intensément. Puis elle l'a soigneusement posée sur la table de nuit, a rangé la boîte et est sortie de la chambre. Mon cœur battait vite. Pourquoi ferait-elle cela? Pourquoi était-elle obsédée par cette photo de moi enfant? J'ai décidé de l'affronter. Le lendemain matin, quand je suis arrivé à la maison, Elena se préparait à partir. Elena, il faut qu'on parle. Bien sûr, il se passe quelque chose. Pourquoi continues-tu à sortir ma photo d'enfant? Je t'ai vu sur la caméra hier soir. Son expression n'a pas changé. Elle n'a pas semblé surprise ni gênée. Elle a simplement souri doucement. C'est une belle photo. Tu étais une enfant très spéciale. Comment sais-tu que j'étais spéciale? Tu ne me connaissais pas quand j'étais enfant. Je peux le voir sur la photo. Les enfants spéciaux ont une lumière. Tu l'avais. Tes enfants l'ont aussi. Elena, avec tout le respect, il est très inapproprié que tu entres dans ma chambre et que tu prennes mes affaires. S'il te plaît, ne recommence pas. Bien sûr, je suis vraiment désolé. Ça ne se reproduira plus, mais cela s'est reproduit. J'ai installé des caméras dans toute la maison, dans le salon, dans la cuisine, dans les couloirs. Et ce que j'ai vu pendant les nuits suivantes m'a glacé le sang. Elena n'entrait pas seulement dans ma chambre. Elle entrait dans les chambres des enfants pendant qu'ils dormaient. Et elle restait là, debout à côté de leur lit, à les regarder pendant des heures. Elle ne les touchait pas. Elle ne faisait rien de menaçant. Elle restait simplement là, complètement immobile, en train de les observer dormir. Parfois, elle murmurait quelque chose que je ne pouvais pas entendre clairement dans les enregistrements. Une nuit, je l'ai vue faire quelque chose qui m'a donné envie de vomir. Elle est entrée dans la chambre de Camilla. Elle s'est penchée sur le lit, très près du visage de ma fille endormie, et elle est restée là, respirant.
son visage à quelques centimètres de celui de Camilla, pendant presque 30 minutes. J'allais la renvoyer immédiatement. Mais alors je me suis rappelé quelque chose que Matteo avait mentionné casualement quelques jours auparavant. Madame Elena dit qu'elle veille sur nous-mêmes quand nous dormons, qu'elle nous protège des choses mauvaises. Quelles choses mauvaises? J'ai décidé de parler à mes enfants avant d'agir. Matteo, mon chéri, est-ce que Madame Elena fait quelque chose de bizarre quand vous dormez? Je ne sais pas. Je suis endormi. Mais quand tu te réveilles, tu remarques quelque chose de différent? Il a réfléchi un instant. Parfois je me réveille et je sens que quelqu'un me regarde. Mais quand j'ouvre les yeux, il n'y a personne. Est-ce que ça te fait peur? Non. Madame Elena dit qu'elle veille toujours sur nous, que même si on ne la voit pas, elle est là. Je lui ai posé la même question à Camilla. Tu aimes Madame Elena, mon amour? Oui. Elle est sympathique. Mais parfois ça me fait un peu peur. Pourquoi as-tu peur? Parce que parfois quand je me réveille dans la nuit, elle est debout à la porte de ma chambre, juste à regarder, et quand elle me voit réveillée, elle sourit et dit « Retourne dormir, ma fille ». Et je retourne dormir. Mon estomac se tordit. C'était plus que bizarre. C'était profondément perturbant. Cette nuit-là, j'ai décidé de ne pas aller au travail. J'ai appelé en disant que j'étais malade. Je n'ai pas prévenu Elena. Je voulais voir ce qu'elle faisait quand elle pensait que je n'étais pas là. Elena est arrivée à 9h30 comme toujours. Je me cachais dans ma chambre, la porte à peine entr'ouverte, d'où je pouvais voir une partie du couloir. J'ai entendu Elena mettre les enfants au lit vers 10h. Elle leur a lu une histoire. Tout était normal. Ensuite, j'ai entendu ses pas dans le couloir. Il s'est arrêté devant la chambre de Matteo. Il est entré. La porte s'est fermée. J'ai attendu 10 minutes. Puis je me suis approché silencieusement et j'ai regardé par la fente de la porte. Elena était debout à côté du lit de Matteo. Mais pas seulement en train de le regarder. Elle tenait son téléphone dans la main, en train de prendre des photos. Photo après photo de mon fils endormi, sous différents angles. J'ai ouvert la porte brusquement. « Qu'est-ce que tu fais, bon sang ?» Elena s'est retournée, toujours avec le téléphone en main. Elle n'a pas semblé effrayée, juste agacée d'avoir été interrompue. « Patricia, je pensais que tu travaillais. Pourquoi prends-tu des photos de mon fils? Ce ne sont que des souvenirs. Les enfants grandissent si vite. Je voulais avoir des souvenirs. Ce sont mes enfants. Tu ne peux pas prendre de photos d'eux sans ma permission. Donne-moi ce téléphone. » Non. La façon dont elle a dit non était glaçante, ferme, définitive. Comme si elle avait un quelconque droit sur mes enfants. Donne-moi le téléphone maintenant ou j'appelle la police. Tu ne vas pas faire ça. Quoi? Tu n'appelleras pas la police parce que tu sais que je suis la seule nounou que tes enfants tolèrent. Parce que tu sais que tu as besoin de ce travail. Parce que tu sais que tu n'as pas d'autres options. Sa voix était encore douce, mais il y avait quelque chose en dessous. Quelque chose de froid. Quelque chose de menaçant. Matteo se réveilla avec nos voix. « Maman, que se passe-t-il? Tout va bien, mon amour. Rêve encore. » Elena sourit. « Oui, Matteo. Tout va bien. Ta maman est juste un peu confuse. Sors de ma maison. Maintenant. Comme tu veux. » Elena marcha lentement vers la sortie, toujours en tenant son téléphone. Avant de franchir la porte, elle se retourna. « Tu es une mauvaise mère, tu le savais? Les laisser seuls tant de nuits. Ils ont besoin de quelqu'un qui prenne vraiment soin d'eux. Quelqu'un qui les aime vraiment. Quelqu'un comme moi. » Et elle partit. Je fermai immédiatement toutes les portes et fenêtres à clé. Je vérifiai les deux enfants. Ils allaient bien physiquement. Effrayés par la confrontation, mais en bonne santé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté éveillé, veillant, attendant. Quoi? Qu'elle revienne? Le lendemain matin, je suis allé à la police. Je leur ai montré les vidéos des caméras. Je leur ai parlé des photos. « Lui avez-vous donné la permission de s'occuper de vos enfants ?» demanda l'officier. « Oui, mais vous l'avez déjà vu toucher inappropriément ses enfants? Non, mais vous l'avez déjà menacé directement, vous ou vos enfants? Eh bien, pas directement, mais le ton. Madame, je comprends votre inquiétude. Mais techniquement, elle n'a commis aucun crime. Observer les enfants dont elle s'occupe n'est pas illégal. Prendre des photos, bien qu'inappropriées, n'est pas illégal si elle avait un accès autorisé à la maison. La meilleure chose à faire est simplement de ne pas la réembaucher.
Mais et si elle revient? Et si elle essaie quelque chose? Elle sait où je vis? Évidemment. Elle travaillait chez moi. Bon, si elle revient sans être invitée, ce serait une intrusion. Là, oui, nous pourrions agir. Mais pour l'instant, nos mains sont liées. Je me suis sentie impuissante, frustrée, peur. J'ai engagé une autre nounou. Cette fois, une agence professionnelle avec vérification des antécédents. C'était plus cher, mais cela valait la tranquillité d'esprit. 2 semaines se sont écoulées sans incident. Les enfants se sont adaptés à la nouvelle nounou. J'ai commencé à me détendre à nouveau. Mais alors, Camilla a commencé à dire des choses étranges. Maman, Madame Elena est venue me rendre visite hier soir. Quoi? Non, ma chérie. Madame Elena ne vient plus. Nous avons maintenant Madame Monica. Mais elle est venue. Je l'ai vue à ma fenêtre. À ta fenêtre? Chérie, nous sommes au 2e étage. Personne ne peut être à ta fenêtre. Mais elle était là, elle frappait le verre. Elle souriait, en disant « Laisse-moi entrer, ma fille ». Mon sang se glaça. Je vérifiais la fenêtre de Camilla. Elle était fermée et la serrure en place. Mais quand je regardais dehors, il y avait des marques. Marques de doigts. Sur l'extérieur du verre. Comme si quelqu'un avait grimpé jusqu'au 2e étage et avait touché la fenêtre. J'appelai un serrurier le jour même. Il installa des barreaux de sécurité sur toutes les fenêtres des chambres des enfants. J'installai également des détecteurs de mouvement autour du bâtiment. 1 semaine plus tard, les détecteurs se déclenchèrent à 2h30 du matin. Mon téléphone me alerta. Je vérifiai les caméras extérieures que j'avais installées. Il y avait quelqu'un dans le jardin, regardant vers les fenêtres du 2e étage, regardant spécifiquement vers la fenêtre de Camilla. C'était Elena. Juste là, en train de regarder, sans essayer d'entrer. Juste en train de regarder. J'ai immédiatement appelé la police. Ils sont arrivés en 15 minutes. Quand ils sont arrivés, Elena était partie, mais les caméras l'avaient clairement enregistrée. Cette fois, ils ont pu faire quelque chose. Ils lui ont délivré un ordre d'éloignement. Si elle s'approchait à moins de 200 mètres de ma maison ou de mes enfants, elle serait arrêtée. Je pensais que cela suffirait. Ce ne fut pas le cas. 2 jours plus tard, lorsque j'ai récupéré Matteo à l'école, sa maîtresse m'a appelé à part. « Patricia, quelque chose d'étrange s'est produit aujourd'hui. Une femme âgée est venue demander pour Matteo. Elle a dit qu'elle était sa grand-mère. Évidemment, nous ne l'avons pas laissé s'approcher sans vérifier avec vous d'abord. Mais quand nous lui avons demandé une pièce d'identité, elle est rapidement partie. À quoi ressemblait-elle? 45, 50 ans, cheveux gris courts, elle portait un chapelet. Elena. Elle avait essayé d'emmener mon fils de l'école. Ça a été suffisant. J'ai parlé avec mon superviseur à l'hôpital. Je lui ai expliqué la situation, en omettant les détails les plus perturbants. J'ai réussi à changer mon service. Maintenant, je travaille de jour. Je gagne moins d'argent, mais je peux être avec mes enfants le soir. Il s'est écoulé 4 mois depuis que j'ai licencié Elena. Nous avons déménagé dans un appartement différent, dans un quartier différent. Les enfants ont changé d'école. Je n'ai pas revu Elena depuis. Les capteurs ne se sont jamais réactivés. Les fenêtres restent intactes. Mais Camilla dit encore que parfois, quand elle est sur le point de s'endormir, elle entend une voix douce dehors de sa fenêtre. « Ma fille, laisse-moi entrer. Je veux juste prendre soin de toi. » Je vérifie les caméras. Il n'y a jamais personne. Peut-être que Camilla l'imagine. Peut-être que ce sont des cauchemars résiduels de cette expérience. Ou peut-être qu'Elena a trouvé un moyen de lui parvenir que les caméras ne peuvent pas capter. Je ne sais pas. Et cette incertitude est ce qui me tient éveillé de nombreuses nuits, écoutant chaque petit bruit, vérifiant chaque ombre, m'assurant que mes enfants sont en sécurité. Car j'ai appris quelque chose d'effrayant. Lorsque vous invitez un étranger chez vous, lorsque vous lui donnez accès à vos enfants, vous ne savez jamais vraiment qui il est. Vous ne savez jamais ce qu'il veut. Vous ne savez jamais jusqu'où il ira. Et une fois qu'il devient obsédé, une fois qu'il décide que vos enfants lui appartiennent, il est presque impossible de le faire renoncer. Alors si vous engagez un jour une babysitter, faites plus que vérifier ses références. Faites confiance à votre instinct. Et si quelque chose vous semble mauvais, même légèrement, agissez immédiatement. Car lorsque les signaux deviennent évidents, il peut être trop tard. Voici l'expérience de Patricia. Elle m'a dit qu'elle vit encore avec la peur qu'un jour Elena apparaisse. Que les enfants suivent une thérapie pour traiter tout ce qu'ils ont vécu. Si tu as déjà dû laisser tes enfants à quelqu'un et que tu as ensuite découvert des choses qui t'ont fait remettre en question tout, laisse un commentaire.
La confiance que nous plaçons dans les personnes qui prennent soin de nos proches est quelque chose de sacré, et lorsque cette confiance est brisée, les cicatrices peuvent durer des années. Prends soin de ta famille, vérifie toujours, et on se retrouve dans la prochaine histoire. Repose-toi bien. J'ai reçu ce témoignage d'une abonnée nommée Valentina, d'un petit village en Colombie. Elle m'a écrit parce qu'elle avait besoin de partager ce qui lui est arrivé, et crois-moi, après avoir lu son histoire, je comprends pourquoi. Si toi aussi tu as vécu quelque chose d'inexplicable et que tu veux que je le raconte sur la chaîne, laisse-le moi dans les commentaires. Maintenant, prépare-toi à écouter ce que Valentina a vécu lorsqu'elle a hérité de la maison de sa grand-mère à la campagne, une maison qui cachait des secrets qu'il aurait été mieux de laisser enfouis. Je m'appelle Valentina, j'ai 34 ans, et j'ai grandi entre Bogota et un petit village appelé La Vega, dans le Cundinamarca. Ma grand-mère maternelle, Doña Esperanza, vivait là-bas dans une grande maison en baharek et en tuiles d'argile, entourée de plantations de café et de montagnes. J'ai passé tous les mois de décembre et les vacances de mi-année dans cette maison, et je garde de beaux souvenirs de mon enfance là-bas. C'est pourquoi, quand ma grand-mère est morte il y a 2 ans, et m'a laissé la propriété en héritage, j'ai ressenti que c'était une bénédiction, une opportunité de me reconnecter avec mes racines, d'échapper au chaos de la ville. J'aurais aimé connaître la vérité avant de déménager. Ma grand-mère est morte en février 2022. Elle avait 89 ans. C'était paisible dans son lit, entouré de ses filles. J'étais là cette nuit-là. Nous l'avons veillée à la maison, comme c'est la coutume dans le village, et le lendemain, nous l'avons enterrée au cimetière de la Vega. Pendant les funérailles, plusieurs personnes âgées du village sont venues me présenter leurs condoléances, et il y avait quelque chose dans leur regard que je n'ai pas pu déchiffrer à l'époque. Un mélange de pitié et d'avertissement. Don Evaristo, un homme de presque 90 ans qui avait été voisin de ma grand-mère toute sa vie, m'a pris la main après l'enterrement. « Petite Valentina », m'a-t-il dit d'une voix tremblante, « si vous restez dans cette maison, faites attention. Votre grand-mère savait comment garder les choses en ordre, mais maintenant qu'elle n'est plus là, il n'a pas terminé sa phrase. Sa femme l'a tiré par le bras et l'a emmené avant que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire. À ce moment-là, j'attribuais ces paroles à des superstitions de village. Ma grand-mère a toujours été une femme très religieuse, très respectée. Je pensais que peut-être Don Evaristo faisait référence à garder sa mémoire vivante ou quelque chose comme ça. Je n'y ai pas prêté plus d'importance. Les démarches pour l'héritage ont pris 6 mois. Pendant ce temps, la maison est restée fermée. Mes tantes ne voulaient pas y rester. Elles vivaient toutes dans d'autres villes et avaient leur propre famille. J'étais la seule célibataire, la seule sans attache forte à Bogota. Je travaillais depuis chez moi en tant que graphiste, donc techniquement, je pouvais vivre n'importe où avec une bonne connexion Internet. En août 2022, j'ai officiellement emménagé dans la maison de ma grand-mère. La maison était grande, beaucoup plus que ce dont j'avais besoin. Elle avait 5 chambres, une énorme cuisine avec un poêle à bois, une salle à manger spacieuse, un salon, un long couloir qui entourait tout le périmètre intérieur, et un grand jardin à l'arrière avec des arbres fruitiers. Les murs étaient épais, en adobe, peints en blanc avec des moulures bleues. Le sol était en carrelage rouge, froid même les jours chauds. Les premiers jours ont été consacrés au nettoyage et à l'organisation. J'ai engagé Madame Martha, une dame du village qui avait aidé ma grand-mère avec les tâches ménagères pendant des années, pour venir 3 fois par semaine. Elle connaissait chaque recoin de cet endroit mieux que moi. C'est Madame Martha qui m'a montré la chambre que ma grand-mère gardait toujours fermée à clé. Doña Esperanza ne m'a jamais laissé entrer ici, me dit-elle en désignant une porte au bout du couloir, dans la partie la plus éloignée de la maison. Elle disait que c'était sa chambre de prière, qu'elle avait besoin d'intimité pour ses dévotions. La porte était en bois massif, plus lourde que les autres. Elle avait un grand verrou ancien. Parmi les affaires de ma grand-mère, j'ai trouvé un porte-clés avec de nombreuses clés. Et après en avoir essayé plusieurs, une a finalement tourné dans le verrou. La porte s'est ouverte avec un long grincement qui m'a donné des frissons. La pièce était sombre, sans fenêtre. Elle sentait l'encens vieux et quelque chose d'autre, quelque chose d'organique et de désagréable que je n'ai pas pu identifier. Doña Marta s'est signée 3 fois avant d'entrer avec moi. La première chose que j'ai vue était un autel.
pas comme les hôtels catholiques normaux avec des vierges et des saints. Celui-ci était différent, plus grand, plus élaboré, plus troublant. Elle occupait tout le mur du fond. Il y avait des images de saints que j'ai reconnues, oui, mais aussi d'autres choses. Des poupées en chiffon avec des épingles, des flacons avec des liquides troubles, des mèches de cheveux attachées avec des rubans rouges, des photographies jaunies de personnes que je ne connaissais pas, des bougies noires à moitié consumées, et au centre, une figure qui m'a glacé le sang. C'était une statue en bois, sculptée à la main, d'environ 60 cm de haut. Elle représentait quelque chose entre l'humain et l'animal. Elle avait des cornes, mais aussi des traits de visage humain. Ses yeux étaient en vert et semblaient te suivre peu importe d'où tu la regardais. Elle était peinte en rouge foncé, presque noire, et avait des symboles gravés sur la poitrine que je n'ai pas pu reconnaître. « Mon Dieu !» murmura Doña Marta. « Doña Esperanza, elle, qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, bien qu'une partie de moi le sache déjà. « Sorcellerie !» dit Doña Marta, et elle sortit rapidement de la pièce. Je l'entendis vomir dans le couloir. Je restais là, debout, regardant cet hôtel, essayant de traiter ce que je voyais. Ma grand-mère, ma douce grand-mère qui m'a appris à prier le rosaire, qui allait à la messe tous les dimanches, qui avait une Bible usée sur sa table de nuit. Cette même grand-mère avait cet endroit. Je commençai à fouiller la pièce plus attentivement. Il y avait des cartons empilés contre un mur. Je les ouvris un par un. Ils étaient remplis de carnets. Des dizaines de carnets, tous écrits avec l'écriture serrée de ma grand-mère. J'en pris un au hasard et commençai à lire. C'étaient des registres, des rituels, des dates, des noms, des ingrédients, des instructions, tout méticuleusement documenté. Ma grand-mère tenait un registre de chaque travail qu'elle faisait, et elle en avait fait beaucoup. 15 mars 1987. Dolores Ramirez, attacher le mari, nécessite, cheveux des deux, photographie, ruban rouge, pleine lune. 3 juillet 1992, anonyme, dommage contre l'ennemi, nécessite, terre de cimetière, vêtements de la personne, bougie noire, offrande au gardien. 20 novembre 2001, Carlos Mendes, protection de l'entreprise, nécessite, sang de coq noir, sel consacré, seau aux 4 coins, page après page, année après année, des décennies de travaux de sorcellerie documentés avec la précision d'un scientifique. Je me suis assise par terre, le carnet en main, sentant que le monde s'inclinait. Qui était vraiment ma grand-mère? Tout ce que je pensais savoir d'elle était-il un mensonge? Doña Marta est apparue à la porte, pâle. Mademoiselle Valentina, je m'en vais, et si vous me permettez de vous donner un conseil, fermez cette pièce et ne la rouvrez jamais. Mieux encore, brûlez tout ce qu'il y a à l'intérieur et bénissez la maison. Doña Marta, vous saviez? Elle secoua la tête, mais ses yeux la trahissaient. On entendait des rumeurs dans le village, mais Madame Esperanza était une bonne personne. Elle aidait beaucoup de monde. Elle n'a jamais fait de mal sans raison. Vous n'avez jamais fait de mal? C'est de la sorcellerie. Il y a des sorcelleries et des sorcelleries, ma fille. Ta grand-mère aidait plus qu'elle ne nuisait. Mais quand même, on ne joue pas avec ces choses. Elle savait ce qu'elle faisait. Toi, non. Doña Marta est partie et n'est pas revenue. Je l'ai appelée plusieurs fois dans les jours suivants, mais elle n'a jamais répondu. Finalement, sa fille m'a appelé pour me dire que sa mère ne pouvait plus travailler à la maison, qu'elle avait peur. Je me suis retrouvé seul dans cette immense maison, avec la chambre de sorcellerie de ma grand-mère au bout du couloir. J'aurais dû écouter Doña Marta. J'aurais dû fermer cette chambre et l'oublier, ou mieux encore, tout brûler comme elle l'a suggéré. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, fasciné et horrifié à la fois, j'ai commencé à lire les carnets, tous, un par un. Cela m'a pris des semaines. Ma grand-mère avait commencé à pratiquer la sorcellerie dans les années 60, quand elle n'avait que 25 ans. Selon ses notes, elle avait été initiée par une femme du village nommée Petronila, déjà décédée. Les premiers travaux étaient simples. Nettoyage, protection, bain pour la chance. Avec les années, ils sont devenus plus complexes et plus sombres. J'ai trouvé des références constantes à quelque chose qu'elle appelait le gardien. Au début, je pensais qu'elle faisait référence à la statue de l'autel, mais en lisant davantage, j'ai réalisé que c'était quelque chose de plus. Quelque chose qu'elle avait invoqué il y a de nombreuses années et avec quoi elle avait fait un pacte. Le gardien m'a donné du pouvoir, a-t-elle écrit en 1978, mais exige un tribut. Chaque pleine lune, je dois l'alimenter. Si j'échoue, il prendra ce que je lui dois d'une autre manière.
L'alimenter? Avec quoi? J'ai continué à lire, de plus en plus obsédé. J'ai cessé de travailler, je mangeais à peine, je dormais peu. Je ne lisais que ces carnets, essayant de comprendre ce que ma grand-mère avait fait. Le dernier carnet était de 2022. Les dernières entrées étaient de janvier, un mois avant sa mort. 28 janvier 2022. Je suis fatigué, très fatigué. J'ai maintenu le pacte pendant 54 ans. Je n'ai jamais manqué une offrande. Mais je sens que mon temps est écoulé. J'ai demandé au gardien de me libérer, mais il refuse. Il dit qu'un pacte est éternel, à moins que... L'entrée s'arrêtait là. Les pages suivantes étaient blanches. À moins que quoi? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté dans le salon, toutes les lumières allumées, à réfléchir. Ma grand-mère était morte un mois après cette dernière entrée. Aurait-elle trouvé un moyen de rompre le pacte? Ou le gardien avait-il encaissé sa dernière dette? C'est à 3 heures du matin que je l'ai entendu pour la première fois. Un grattement, lent, délibéré, venant du couloir, de la direction de la chambre fermée. Je suis resté paralysé sur le canapé, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Le grattement s'est arrêté. Silence, et puis des pas nus sur le carrelage froid. Quelqu'un ou quelque chose marchait dans le couloir. Je pris mon téléphone avec des mains tremblantes et j'allumai la lampe torche. Je me levai lentement, chaque muscle de mon corps tendu. Les pas continuaient, se rapprochant. Qui est là? Ma voix résonna faible, effrayée. Les pas s'arrêtèrent. Je marchais vers le couloir bien que chaque instinct me criait de courir dans l'autre direction. Quand j'arrivais à l'entrée du couloir, je pointais la lumière de mon téléphone. Le couloir était vide, mais la porte de la chambre de sorcellerie était ouverte. Complètement ouverte, et je l'avais laissée fermée à clé après avoir sorti les cahiers. Le cadenas était par terre, cassé. Ma respiration s'accéléra. Ce n'était pas possible. Le cadenas était en fer massif, vieux mais solide. Il ne se casse pas tout seul. Puis je le vis. Une ombre, à l'intérieur de la chambre, en mouvement. Ce n'était pas une ombre normale projetée par la lumière. C'était une ombre dense, sombre, qui semblait absorber la lumière au lieu d'en être créée. Elle avait une forme vaguement humanoïde, mais les proportions étaient de faussées. Trop haute, trop mince, avec quelque chose sur la tête qui pouvait être des cornes. L'ombre s'est tournée vers moi. Bien qu'elle n'ait pas de visage, j'ai senti qu'elle me regardait. J'ai couru. J'ai couru dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé. J'ai poussé l'armoire contre la porte, et je me suis glissé sous les couvertures en tremblant. Je me suis couverte avec les draps, comme si j'étais une petite fille de 5 ans, comme si cela pouvait me protéger de ce que j'avais vu. J'ai passé le reste de la nuit éveillé, écoutant. Les pas continuaient, haut et bas dans le couloir. Parfois, ils s'arrêtaient devant ma porte. Je pouvais voir l'ombre de quelque chose bloquant la lumière qui passait sous la porte. Quand le jour s'est levé, les bruits ont cessé. J'ai attendu que le soleil soit haut dans le ciel avant de me risquer à sortir de la chambre. J'ai poussé l'armoire à sa place et j'ai ouvert la porte lentement. Le couloir était normal. La lumière du soleil pénétrait par les fenêtres. Des oiseaux chantaient dehors. Tout était paisible. Je suis allé dans la chambre de sorcellerie. La porte était de nouveau fermée mais sans verrou. Je l'ai ouverte. La chambre était comme d'habitude, sauf pour un détail. La statue du gardien qui regardait auparavant droit devant était maintenant tournée vers la porte, vers moi. Et sur l'autel, où il n'y avait rien auparavant, il y avait maintenant une bougie noire allumée. Je me suis éloigné de la chambre rapidement. J'ai appelé le père Joaquin, le curé du village. Je lui ai raconté tout, ou presque tout. Je ne lui ai pas mentionné les carnets de sorcellerie directement. Je lui ai juste dit que j'avais trouvé des choses étranges dans la maison de ma grand-mère et qu'il se passait des choses que je ne pouvais pas expliquer. Le père Joaquin est venu cet après-midi avec de l'eau bénite et sa chasuble. Il a béni toute la maison pièce par pièce. Quand nous sommes arrivés à la chambre de sorcellerie, il est devenu pâle. « Ma fille, dit-il gravement, c'est très sérieux. Ta grand-mère était impliquée dans des pratiques très obscures. Je sais, père. Que dois-je faire? Cela nécessite plus qu'une simple bénédiction. Nous avons besoin d'un exorcisme du lieu. Mais d'abord, nous devons détruire tous ces objets. Me le permettes-tu? » J'ai hoché la tête. Le père Joaquin et moi avons sorti tout de la chambre. L'autel complet, les flacons, les poupées, les photographies, les bougies, les carnets, tout. Nous l'avons entassé dans le jardin arrière. La seule chose que le père a refusé de toucher était la statue du gardien.
Celle-ci doit être brûlée à part, dit-il, et avec des prières spécifiques. Nous avons mis le feu au tas. La fumée qui s'en échappait était noire, dense, et sentait horrible, comme du soufre et de la chair pourrie. Pendant qu'elle brûlait, le père priait à voix haute. Quand est venu le moment de brûler la statue, le père la prit avec un chiffon et la plaça sur les braises. La statue ne brûla pas. Le feu la léchait, la chaleur était intense, mais le bois ne se consumait pas. Même pas un peu. Mon Dieu, murmura le père Joaquin, c'est très protégé, très scellé dans l'obscurité. Nous avons essayé pendant des heures. Plus de bois, plus de feu, rien. La statue restait intacte. Finalement, quand il a fait sombre, le père a dit « Valentina, je ne peux pas brûler cela ici. Je dois l'emporter à la paroisse, consulter l'évêque. Cela nécessite un rituel plus fort. » Il a emporté la statue enveloppée dans des linges bénis. Cette nuit-là, j'étais épuisé mais je me sentais mieux. Nous avions détruit tout le reste. La pièce était vide et bénie. Peut-être que maintenant j'aurai la paix. Je ne l'ai pas eue. À 3 heures du matin précise, je me suis réveillé avec la sensation que quelqu'un m'observait. J'ai ouvert les yeux. L'ombre était dans ma chambre, debout à côté de mon lit, haute jusqu'au plafond, me regardant avec des yeux qui n'existaient pas. Je voulais crier mais je ne pouvais pas. J'étais paralysé. Je pouvais bouger les yeux mais rien d'autre. Mon corps ne me répondait pas. L'ombre s'est penchée vers moi. J'ai pu sentir son souffle, si tant est que c'était un souffle. C'était froid, glacial. Ça sentait la terre humide et la mort. Une voix a parlé dans mon esprit. Je ne l'ai pas entendue avec mes oreilles, mais directement dans ma tête. Espérance a fait un pacte de sang. En échange de pouvoir, elle me nourrissait. Chaque pleine lune pendant 54 ans, elle n'a jamais failli. Et quand elle a su que son temps touchait à sa fin, elle a fait un dernier pacte. Elle m'a offert un remplaçant. Non, 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 non. Elle t'a offerte Valentina, sa petite fille préférée, la seule qui aimerait cette maison assez pour rester. Tu es mon tribut maintenant. La paralysie s'est brisée et j'ai crié. J'ai crié si fort que ma gorge a brûlé. L'ombre s'est évaporée comme de la fumée. Je sautai du lit, pris mon téléphone, mes clés, et courus hors de la maison. Je courus dans l'obscurité, pieds nus, en pyjama, sur le chemin de terre jusqu'à la route principale. Je ne m'arrêtai pas avant d'arriver chez Don Evaristo. Je frappai désespérément à sa porte. Il ouvrit, somnolent, mais quand il vit mon état, il me fit entrer immédiatement. « Ça s'est déjà passé, n'est-ce pas ?» dit-il. Ce n'était pas une question. Vous saviez ce que ma grand-mère a fait ?» Don Evaristo me servit une agua panela chaude avec des mains tremblantes. Nous soupçonnions. Nous n'avons jamais su exactement quoi, mais nous savions que Doña Esperanza avait des relations avec des choses sombres. Elle aidait beaucoup de gens dans le village, oui, mais on savait que ce pouvoir avait un prix. Elle m'a proposé, à moi, comment a-t-elle pu? La peur pousse les gens à faire des choses terribles, ma fille. Ta grand-mère a probablement pensé qu'elle aurait le temps de te prévenir, de t'apprendre comment maintenir le pacte. Mais la mort est venue plus vite qu'elle ne l'attendait. Je ne vais pas maintenir aucun pacte. Je ne vais pas nourrir cette chose. Don Evaristo me regarda avec tristesse. Alors laisse-le. Abandonne cette maison. Ne reviens jamais. Mais c'est mon héritage. C'est ma maison. Certains héritages sont des malédictions, fille. Toutes les choses que nos morts nous laissent ne sont pas des bénédictions. Je suis resté chez Don Evaristo cette nuit-là. Le lendemain, j'ai appelé le père Joaquin. Il m'a dit que la statue avait disparu de la paroisse. Elle avait été mise dans une pièce à clé, avec des prières de protection. Mais le matin, quand ils sont allés la chercher, elle n'était pas là. Elle est revenue à la maison, dis-je. Probablement. Valentina, cet endroit est très lié à cette entité. Des années et des années de rituels, d'offrandes, de pactes. Ce n'est pas quelque chose qui peut être nettoyé facilement. J'ai contacté mes tantes. Je leur ai tout raconté. Certaines ne m'ont pas cru. D'autres ont dit qu'elles avaient toujours ressenti quelque chose de bizarre dans cette maison mais n'y avaient jamais prêté attention. Aucune n'a voulu prendre en charge la propriété. J'ai essayé de vendre la maison. Mais chaque fois que quelqu'un venait la voir, quelque chose se passait. Ils trouvaient la statue apparue à différents endroits, ou entendèrent des pas, ou voyaient l'ombre. Personne n'a voulu l'acheter. J'ai engagé un groupe de personnes pour nettoyer la maison et la sceller, qu'ils ferment toutes les portes et fenêtres. Mais aucun ne restait plus d'1 jour avant de partir effrayé.
La dernière pleine lune de septembre, j'ai reçu un appel. Le numéro était inconnu. J'ai répondu. Allô? Silence. Et alors, cette voix dans ma tête encore une fois. Tu as une dette, Valentina. Ta grand-mère te l'a léguée. Tu peux l'ignorer, mais chaque pleine lune que tu passes sans payer, le prix augmente. Et finalement, je viendrai la récupérer de toute façon. J'ai raccroché en tremblant. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai enquêté. J'ai cherché sur Internet, dans des livres. J'ai demandé à des gens qui savaient ces choses. Tous m'ont dit la même chose. Les pactes de sang sont presque impossibles à rompre. Surtout s'ils ont été faits par une autre personne en votre nom. J'avais 3 options. Maintenir le pacte et nourrir le gardien à chaque pleine lune, essayer de rompre le pacte avec un rituel encore plus puissant, ce qui nécessiterait probablement de sacrifier quelque chose ou quelqu'un, ou attendre que le gardien vienne me chercher. Aucune option n'était bonne. Il y a 2 semaines, j'ai engagé un praticien de la sorcellerie africaine de Cali. Il s'appelle Pacho et dit qu'il sait comment rompre les vieux pactes. Il est venu voir la maison. Il est entré dans la chambre de sorcellerie, maintenant vide. Il est resté là quelques minutes, ressentant l'énergie. C'est puissant, a-t-il finalement dit. Très puissant. Combien d'années dis-tu que ta grand-mère a maintenu le pacte? 54. Il a sifflé bas. C'est beaucoup de pouvoir accumulé. Beaucoup de dettes. Rompre cela ne va pas être facile. Et ça va coûter. Combien? Je ne parle pas d'argent. Je parle de coûts spirituels. Énergie contre énergie. Vie contre vie en quelque sorte. Pour rompre un pacte, tu dois offrir quelque chose d'égal ou de plus grande valeur que ce que le pacte donnait. Et que donnait ce pacte? Pouvoir, protection, capacité à faire des travaux difficiles. Ta grand-mère était puissante à cause de cela, et probablement sa protection s'étendait à la famille. T'es-tu déjà demandé pourquoi il ne vous arrivait jamais rien de mal? Pourquoi vous aviez toujours de la chance, de la santé, une prospérité relative? Je n'y avais pas pensé, mais il avait raison. Ma famille avait toujours été chanceuse. Jamais de grandes tragédies. Toujours protégée. Rompre le pacte signifie renoncer à cette protection, continua Pacho. Et le gardien va être furieux, très furieux. Il pourrait essayer de se venger. Que dois-je faire alors? Tu dois décider, est-ce que le risque en vaut la peine, ou préfères-tu maintenir le pacte, suivre le chemin que ta grand-mère a commencé? Je lui ai dit que je réfléchirais à cela. C'était il y a 2 semaines. La prochaine pleine lune est dans 3 jours. J'ai fait des rêves. Des rêves où ma grand-mère vient me rendre visite. Elle a l'air jeune, belle, pleine de vie. Elle me prend la main et m'emmène dans la chambre de sorcellerie. Elle me montre comment faire les rituels. Elle m'enseigne les mots, les gestes, les offrandes. Ce n'est pas si mauvais, ma fille, me dit-elle dans les rêves. C'est juste une nuit par mois. Et en échange, tu auras tout ce que tu veux. Pouvoir, protection. Personne ne pourra jamais te faire de mal. Tu pourras aider les autres, comme je l'ai fait. Je me réveille en sueur, confuse. Une partie de moi se sent tentée. À quel point cela pourrait-il être mauvais? Ma grand-mère l'a fait pendant plus de 50 ans et a vécu une vie longue et relativement heureuse. Mais une autre partie de moi sait que c'est mal. Profondément mal. Nourrir cette entité sombre, quoi qu'elle soit, c'est vendre mon âme petit à petit. Hier soir, je suis retourné à la maison. Cela faisait des semaines que je n'y étais pas allé. Elle était exactement comme je l'avais laissée, scellée, silencieuse. Je suis entré. Je suis allé directement dans la chambre de sorcellerie. La statue était là, au centre de la pièce vide. Attendant, je l'ai regardée dans les yeux de verre et j'ai senti qu'elle me regardait en retour. « Que veux-tu de moi ?» ai-je demandé à voix haute. La réponse est venue, claire dans mon esprit. Ce que ta grand-mère a promis, ton service, ta loyauté, ton sang, 1 fois par mois, sous la pleine lune. En échange, je te donnerai ce qu'elle avait, du pouvoir sur la vie et la mort. Personne que tu aimes ne souffrira tant que tu me nourris. Personne ne pourra te faire de mal. Tu seras puissante, respectée, crainte. Et si je refuse, alors je prendrai ce que tu me dois d'autre manière. Ta santé, ta raison, ta famille, un par un, jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien. Et à la fin, je te prendrai de toute façon. Je suis sorti de la maison en pleurant. Je ne sais pas ce que je vais faire. La pleine lune est dans 3 jours. Pacho dit qu'il peut faire le rituel de rupture cette même nuit, que c'est le meilleur moment car l'énergie est élevée. Mais il m'a averti que si j'échoue, si le rituel ne fonctionne pas complètement,
Le gardien sera libre des restrictions du pacte et pourra faire ce qu'il veut. Mes tantes m'appellent tous les jours, inquiètes. Je leur ai raconté quelque chose, mais pas tout. Je ne veux pas les effrayer plus que nécessaire. Mais je sens qu'elles méritent de savoir que la protection qu'elles ont eue toute leur vie pourrait se terminer bientôt. Parce que c'est ce que je vais faire. J'ai décidé. Je vais rompre le pacte. Je ne vais pas suivre les pas de ma grand-mère. Je ne vais pas nourrir cette chose sombre. Je ne vais pas vendre mon âme en échange d'un pouvoir que je ne veux pas. Pacho viendra dans 2 jours. Il apportera tout le nécessaire. Il dit que le rituel prendra toute la nuit, que ce sera dangereux, que cela pourrait mal tourner. Mais je suis prête à prendre le risque. Il vaut mieux mourir libre que de vivre enchaîné à un pacte que je n'ai pas fait. Ma grand-mère a pris cette décision pour moi sans mon consentement. Et même si je l'aimais, même si je garde de beaux souvenirs d'elle, je ne peux pas lui pardonner cela. Je ne peux pas lui pardonner de m'avoir offerte comme paiement de sa dette. Alors dans 2 jours, sous la pleine lune d'octobre, j'essaierai de briser 54 ans de sorcellerie noire. Soit j'aurai du succès et je serai libre, soit j'échouerai et le gardien viendra pour moi. Quoi qu'il en soit, cette histoire se termine bientôt. J'espère juste avoir l'occasion de vous raconter comment cela s'est terminé. C'est ce que Valentina m'a écrit. J'ai reçu son histoire il y a 3 semaines. Je lui ai répondu immédiatement, lui demandant ce qui s'était passé après le rituel. Elle ne m'a pas encore répondu. Je ne sais pas si c'est parce que tout s'est bien passé et qu'elle est occupée à reconstruire sa vie, ou parce que... Eh bien, je préfère ne pas penser à l'autre option. Si quelqu'un à la Vega, Cundinamarca, sait quelque chose à ce sujet, merci de me le faire savoir dans les commentaires. Et si tu as hérité de quelque chose qui s'est révélé être plus une malédiction qu'une bénédiction, j'aimerais entendre ton histoire. Prends soin de toi et dors bien. Cette histoire m'a été envoyée par un abonné nommé Thomas, qui travaillait comme garde forestier dans les forêts du sud du Chili. Ce qu'il a trouvé lors d'une patrouille nocturne l'a amené à remettre en question tout ce qu'il croyait sur les légendes rurales de sa région. Si vous avez passé du temps dans des forêts éloignées et avez eu l'impression que quelque chose vous observait depuis l'obscurité entre les arbres, partagez-le dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce que Thomas a découvert dans les profondeurs de la forêt, où les anciennes histoires sont encore vivantes. Je m'appelle Thomas et pendant 7 ans, j'ai travaillé comme garde forestier dans le parc national Alerce Costero, dans la région des Ríos, au Chili. C'était un travail solitaire mais gratifiant. Je passais des journées entières à marcher sur des sentiers anciens, à surveiller la flore et la faune, m'assurant que les visiteurs respectaient les réglementations du parc. J'aimais la solitude, le silence interrompu seulement par le chant des oiseaux et le murmure du vent entre les mélèzes centenaires. Mais c'était avant la nuit du 21 juin, avant que je ne trouve la clairière, avant que je ne sache que certaines légendes existent pour une raison. Tout a commencé lorsque j'ai reçu des rapports de plusieurs randonneurs concernant des lumières étranges dans le secteur nord du parc, près de la vallée de la rivière Noire. Les descriptions étaient cohérentes, des lumières bleuâtres se déplaçant entre les arbres, apparaissant et disparaissant, comme si quelqu'un portait des lampes de poche mais sans suivre aucun sentier établi. Ma première pensée a été qu'il s'agissait de braconniers. Le parc avait des problèmes occasionnels avec des gens qui entraient illégalement pour chasser des humuls ou des pudus, des espèces protégées. J'ai décidé de faire une patrouille nocturne pour enquêter. Je suis sorti au crépuscule du solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année dans l'hémisphère sud. Je portais mon sac à dos avec des provisions, une lampe de poche, une radio et mon fusil réglementaire. Le plan était de marcher jusqu'à la vallée de la rivière Noire, environ 3 heures de marche, d'établir un camp d'observation et d'attendre de voir si les lumières apparaissaient. La forêt était différente au crépuscule. Les mélèzes, certains âgés de plus de 3000 ans, projetaient des ombres longues et tordues. La brume commençait à se former entre les troncs, glissant sur le sol de la forêt comme un organisme vivant. Le silence était profond, seulement rompu par l'appel occasionnel d'un hibou ou le craquement des branches sous mes bottes. J'arrivais dans la vallée vers 9 heures du soir. La pleine lune brillait à travers les nuages dispersés, fournissant suffisamment de lumière pour naviguer sans ma lampe de poche. J'établis mon campement à un point élevé avec une bonne vue sur la vallée inférieure. De là, je pouvais observer sans être vu. J'attendis. 1 heure, 2 heures. La température baissait constamment, mon souffle formant des nuages dans l'air glacé.
Je commençais à penser que les randonneurs avaient vu des reflets de la lune ou peut-être des lucioles, bien que celles-ci soient rares dans cette région pendant l'hiver. Puis, vers minuit, je les vis, des lumières bleuâtres, exactement comme elles avaient été décrites. Elles apparurent soudainement entre les arbres dans la vallée inférieure, se déplaçant selon des motifs qui ne suivaient aucune logique. Elles n'étaient pas constantes comme des lanternes. Elles clignotaient, se divisaient en plusieurs lumières plus petites, se rassemblaient à nouveau. Et elles se déplaçaient vite, trop vite pour être des personnes marchant. J'ai sorti mes jumelles pour mieux les voir. À travers les lentilles, les lumières semblaient avoir une qualité presque liquide, s'écoulant au lieu de se déplacer de manière solide. Et autour d'elles, je pouvais distinguer des formes, petites, humanoïdes, mais définitivement pas humaines. Mon esprit rationnel cherchait des explications, des phénomènes de gaz méthane surgissant du sol marécageux, des champignons bioluminescents, une sorte de reflet atmosphérique. Mais même en pensant à ces choses, je savais qu'aucune n'expliquait ce que je voyais. Les lumières se déplacèrent vers une zone spécifique de la vallée et s'arrêtèrent. Elles formèrent un cercle, et alors, depuis ma position élevée, j'ai entendu quelque chose qui m'a donné la chair de poule. De la musique. Ce n'était pas de la musique moderne, ni quoi que ce soit qui puisse venir d'un appareil électronique. C'était de la musique d'instruments anciens, des flûtes et des tambours, joués dans des rythmes qui sonnaient à la fois étrangers et familiers. J'ai décidé de m'approcher pour enquêter. Je savais que c'était risqué, mais c'était mon travail de protéger le parc, et j'avais besoin de savoir ce qui se passait. J'ai descendu silencieusement la pente de la vallée, utilisant la couverture des arbres pour dissimuler mon approche. À mesure que je m'approchais, la musique devenait plus claire, plus complexe. Et maintenant, je pouvais aussi entendre des voix, chantant dans une langue que je ne reconnaissais pas, des mots qui sonnaient comme le mapudungun, la langue mapuche, mais déformée, plus ancien. J'ai atteint le bord d'une clairière que je ne me souvenais pas avoir vue sur aucune carte du parc. Au centre de la clairière se trouvait une grande pierre, presque de la taille d'une petite voiture, avec des symboles gravés sur sa surface qui brillaient faiblement de la même lumière bleue. Et autour de la pierre, dansant en cercle, il y avait des créatures. Elles n'étaient pas humaines. Elles étaient petites, peut-être d'1 mètre de hauteur, avec des corps minces et des membres qui semblaient trop longs pour leur torse. Sa peau était sombre, presque noire, mais brillait d'une teinte verdâtre sous la lumière de la lune. Ils avaient des visages qui étaient vaguement humanoïdes, mais avec de grands yeux ronds qui reflétaient la lumière comme ceux d'un animal nocturne. Ils portèrent des vêtements faits de ce qui semblait être de l'écorce d'arbre et de la mousse, décorés de petits os et de plumes. Certains avaient des instruments, des flûtes en bambou, des tambours en peau tendus sur des cadres en bois. D'autres dansaient, simplement, leurs mouvements fluides et hypnotiques. Mon esprit luttait pour traiter ce que je voyais. Ces créatures ressemblaient aux descriptions que j'avais entendues dans les histoires locales. Les anciens mapuches des villages proches du parc parlaient parfois d'eux. Les Anchimalen, esprits de la forêt qui habitaient au cœur de la nature sauvage, qui se montraient rarement aux humains. J'avais toujours supposé que ce n'étaient que des légendes, des histoires pour effrayer les enfants ou expliquer des phénomènes naturels que les gens anciens ne comprenaient pas. Mais les voilà, aussi réels que les arbres autour de moi. Je suis resté caché derrière un tronc de mélèze épais, observant. Une partie de moi voulait fuir immédiatement. Une autre partie, la partie curieuse qui m'avait poussé à devenir garde forestier en premier lieu, avait besoin de comprendre. Le rituel, car c'était clairement une sorte de rituel, a continué pendant ce qui a semblé des heures. Les créatures chantaient et dansaient, et la pierre au centre brillait de plus en plus intensément. Puis, quelque chose a commencé à se matérialiser au-dessus de la pierre. C'était une figure plus grande que les autres, peut-être de 2 mètres de haut, mais clairement de la même espèce. Elle portait un couvre-chef élaboré fait de branches, d'os d'animaux, et ce qui semblait être des crânes d'oiseaux. Sa peau était plus pâle que celle des autres, presque grise, et marquée de tatouages ou de peintures formant des motifs en spirale. Lorsque cette figure parla, sa voix résonna dans la clairière comme si elle venait de toutes les directions. Elle parlait dans cette langue ancienne, mais d'une manière ou d'une autre, je pouvais comprendre des fragments. Il parlait d'équilibre, de territoire, d'un ancien pacte qui devait être renouvelé. Les plus petites créatures se sont agenouillées. L'être grand a étendu ses mains, et de la terre autour de la pierre ont commencé à surgir des choses. Des plantes que je ne reconnaissais pas, poussant et grandissant à une vitesse impossible. Des champignons qui brillaient de leur propre lumière. Et parmi les plantes, des animaux sont apparus. Des renards, des pudus, des oiseaux, tous s'approchant du cercle sans peur.
Je compris alors que j'assistais à quelque chose de fondamental, quelque chose qui existait bien avant que les humains ne foulent ces forêts. C'était un rituel de la nature elle-même, un renouvellement de cycles qui avait les continué pendant des millénaires. Je n'aurais pas dû rester caché. J'aurais dû observer en silence puis me retirer sans être détecté. Mais à ce moment-là, j'ai marché sur une branche sèche. Le craquement a résonné dans la clairière comme un coup de feu. Toutes les créatures se sont figées. Leurs têtes se sont tournées à l'unisson vers ma position. Des douzaines de paires d'yeux brillants me regardèrent directement, bien que j'étais caché dans l'obscurité entre les arbres. L'être grand leva une main et le rituel s'arrêta. Il prononça un mot, et les créatures plus petites commencèrent à se diriger vers moi. Elles ne couraient pas, mais glissaient entre les ombres avec une grâce antinaturelle qui les rendait difficiles à suivre du regard. Je reculais, trébuchant dans ma hâte. Je tournais pour courir, mais ils étaient partout, m'entourant, coupant toute voie d'évasion. Leurs yeux brillaient dans l'obscurité, me regardant sans cligner des yeux. L'une d'elles s'approcha plus que les autres. Elle tendit une main vers moi, et je vis que ses doigts étaient longs et se terminaient par des ongles qui ressemblaient à des griffes. Je m'attendais à de la violence. Je m'attendais à être attaqué. Mais au lieu de cela, la créature simplement me toucha. Un léger contact sur mon bras. Et à ce moment-là, des visions inondèrent mon esprit. Je vis la forêt telle qu'elle était vraiment. Pas seulement les arbres et les animaux que je pouvais voir avec mes yeux, mais les couches invisibles en dessous. Je vis des énergies circulant à travers la terre, connectant chaque plante, chaque créature. Je vis des esprits de la forêt, des milliers d'entre eux, certains anciens au-delà de toute compréhension, habitant dans des arbres, des roches, des rivières. Je vis l'histoire de la forêt, remontant des siècles, des millénaires. Je vis quand les premiers humains arrivèrent, les Mapuches, vivant en harmonie avec ces esprits. Je vis les pactes qu'ils avaient faits, des promesses de respect mutuel et de coexistence. Je vis quand ces pactes commencèrent à se briser, quand les gens modernes arrivèrent avec leurs scies et leurs routes, ignorant les anciennes alliances. Et je vis le présent, où ces esprits luttaient pour maintenir l'équilibre dans un monde qui les ignorait de plus en plus. Je vis que le parc national, bien que protégé légalement, était encore vulnérable, qu'il y avait des forces travaillant à l'exploiter, à l'abattre, à le transformer en quelque chose de différent de ce qu'il avait été pendant des milliers d'années. La vision se termina aussi abruptement qu'elle avait commencé. Je me retrouvais à genoux sur le sol de la forêt, haletant. La créature avait retiré sa main et maintenant toutes me regardaient en silence. L'être grand s'approcha. Sa présence était écrasante, non menaçante mais simplement vaste, comme être devant un mélèze de 3000 ans et sentir le poids de tout ce temps. Il a parlé, et cette fois j'ai compris chaque mot avec une parfaite clarté, bien qu'il continuait à utiliser cette langue ancienne. « Tu es un gardien de cet endroit, dit-il. Ce n'était pas une question, mais tu ne comprends pas vraiment ce que tu gardes. Cette forêt est vivante de manière que ton peuple a oublié. Nous en faisons partie, comme les racines font partie de l'arbre. « Que êtes-vous » réussis-je à demander, ma voix à peine un murmure. « Nous sommes les Anchimalen, les esprits gardiens. Nous habitons ces forêts depuis avant que ton espèce n'apprenne à marcher debout. Nous maintenons l'équilibre, nous protégeons le sacré. Et ce soir, au solstice le plus sombre, nous renouvelons notre pacte avec la terre. Pourquoi me montrez-vous cela? Parce qu'il y a des changements à venir, des forces qui cherchent à détruire cet endroit, et nous aurons besoin d'alliés parmi les humains. Tu as été choisi pour voir, pour savoir, pour te souvenir. Choisi par qui? Par la forêt elle-même. Tu portes sa marque, tu l'as toujours portée. C'est pourquoi tu te sens chez toi ici. C'est pourquoi tu as choisi de la protéger. L'être étendit sa main, et dans sa paume apparut quelque chose. Une petite pierre, de la taille d'une noix, qui brillait de la même lumière bleue que la pierre centrale. Prends ceci, c'est un fragment du cœur de la forêt. Tant que tu l'auras, tu pourras sentir quand la forêt sera en danger, et quand ce moment arrivera, tu devras décider jusqu'où tu es prêt à aller pour la protéger. Je pris la pierre. Elle était tiède au toucher, et lorsque mes doigts se refermèrent autour d'elle, je sentis un pouls, comme un battement de cœur. « Et si j'échoue ?» demandai-je. « Alors la forêt mourra, et nous avec elle, et ce monde sera un peu plus sombre, un peu plus silencieux, un peu plus mort. » Il marqua une pause. « Mais nous ne croyons pas que tu échoueras. La forêt ne se trompe pas en choisissant ses gardiens. » Les créatures commencèrent à se retirer, se dissolvant dans les ombres. L'être grand fut le dernier à partir.
sa forme se dissolvant progressivement jusqu'à ce qu'il ne reste que ses yeux brillants. Puis, rien. Je me suis retrouvé seul dans la clairière. La pierre centrale avait cessé de briller, ne devenant qu'un simple rocher ordinaire. La musique avait cessé. Il n'y avait aucune preuve du rituel, sauf pour le cercle de plantes qui avait le poussé, maintenant en train de se faner rapidement dans l'air froid de l'hiver. Je suis rentré à mon campement dans un état de confusion. J'ai passé le reste de la nuit éveillé, regardant la petite pierre brillante dans ma main, me demandant si tout avait été réel ou si j'avais eu une sorte d'hallucination induite par le froid et la fatigue. Mais quand le jour s'est levé et que je suis descendu dans la vallée à nouveau, j'ai trouvé la clairière exactement là où je me souvenais. Et la pierre dans ma poche continuait de pulser doucement, chaude et vivante. Je suis retourné à la station des gardes forestiers et j'ai écrit mon rapport. J'ai dit que j'avais enquêté sur les lumières signalées et qu'elles étaient probablement des phénomènes naturels de bioluminescence. Rien de quoi s'inquiéter. Je n'ai pas mentionné les Anchimalen, ni le rituel, ni la pierre que je portais maintenant avec moi en tout temps. Qui m'aurait cru? Même moi, je doutais de ma santé mentale par moments de lucidité. Mais alors, 3 semaines plus tard, la pierre s'est soudainement réchauffée pendant ma patrouille quotidienne. Ce n'était pas la chaleur douce qu'elle avait toujours, mais une chaleur urgente, presque brûlant ma peau à travers la poche de ma chemise. La forêt était en danger. Je suivis la sensation, laissant la pierre me guider. Elle m'a conduit à la frontière nord du parc, où j'ai trouvé un groupe d'hommes avec des équipements de topographie, marquant des arbres, prenant des mesures. C'est une propriété protégée, leur ai-je dit, montrant mon identification. Que faites-vous ici? Le leader du groupe, un homme en costume inadapté pour la forêt, me montra des documents. Une entreprise forestière avait obtenu des permis, prétendument légaux, pour la gestion forestière durable dans une section du parc qui, selon leurs allégations, avait été déclassée. Je savais que c'était faux. Ce secteur faisait partie du noyau protégé du parc. Ces permis étaient frauduleux, probablement obtenus par le biais de pots de vin ou de corruption à des niveaux plus élevés du gouvernement. Tout a été documenté. J'ai pris des photographies, copié les numéros de permis, enregistré des conversations, et ensuite, en utilisant des contacts que j'avais établis au fil des ans avec des organisations environnementales, j'ai filtré l'information à la presse. Ce qui a suivi a été un scandale. Il s'est avéré que plusieurs fonctionnaires gouvernementaux avaient conspiré avec la société forestière pour ouvrir des sections du parc à l'exploitation. La pression publique a forcé des enquêtes. Les permis ont été révoqués. Les fonctionnaires corrompus ont été licenciés et ont fait face à des accusations criminelles. La forêt était en sécurité, pour l'instant. Mais la pierre m'a montré que ce n'était que le début. Au cours des mois suivants, elle m'a alerté d'autres menaces. Des braconniers organisant des expéditions massives, des sociétés minières cherchant à exploiter des dépôts de minéraux près du parc, des projets de développement qui auraient fragmenté l'écosystème. À chaque fois, j'ai agi. Pas toujours de manière conventionnelle ou complètement légale. Parfois, je sabotais des équipements. Parfois, je filtrais des informations confidentielles. Parfois, j'étais simplement au bon endroit, au bon moment pour documenter des activités illégales. Je suis devenu quelque chose de plus qu'un garde forestier. Je suis devenu un véritable gardien, comme les Anchimalen m'avaient appelé. Et parfois, lors des nuits de pleine lune, surtout pendant les solstices, je revois les lumières bleuâtres. Je ne m'approche pas davantage. J'ai appris que certains mystères sont mieux observés de loin, avec respect et révérence. Mais je sais qu'ils sont là. Je sais que les Anchimalen poursuivent leur rituel, maintenant l'équilibre, protégeant le cœur de la forêt. Et je sais que tant que je fais ma part, ils feront la leur. La pierre ne cesse jamais de pulser. C'est un rappel constant que je fais partie de quelque chose de plus grand que moi, quelque chose d'ancien et de vital. Certains jours, c'est un fardeau. D'autres jours, c'est un honneur. Mais toujours, c'est ma responsabilité. Il y a 2 mois, j'ai reçu une offre d'emploi en ville, un poste administratif mieux rémunéré, moins risqué, plus stable. Mes amis et ma famille m'ont encouragé à l'accepter. Tu as déjà fait assez, m'ont-ils dit. Il est temps de penser à ton avenir. Mais quand j'ai tenu la pierre dans ma main, sentant son pouls constant, j'ai su que je ne pouvais pas partir. La forêt m'avait choisi. Les Anchimalen m'avaient confié sa protection. Et tant que la pierre continuerait à battre, tant que la forêt continuerait à avoir besoin de moi, ma place était ici. J'ai refusé l'offre. Je continue à travailler comme garde forestier dans le parc national Allers Costero. Et chaque nuit, avant de dormir, je tiens la pierre et j'écoute. J'écoute le battement du cœur de la forêt,
ce pouls ancien qui a continué pendant des millénaires, et qui, si j'ai quelque chose à dire à ce sujet, continuera pendant des millénaires encore, parce que certains endroits sont sacrés, certains pactes sont éternels, et certains gardiens ne peuvent tout simplement pas s'éloigner, peu importe à quel point la normalité est tentante. La forêt m'a choisi, et j'ai choisi la forêt. Et ce choix, une fois fait, ne peut être défait. Ainsi se termine l'histoire que Thomas a partagée. Il m'a dit qu'il travaille encore dans le parc, qu'il porte toujours la pierre, qu'il répond encore quand la forêt l'appelle. Si jamais vous avez ressenti une connexion profonde avec un lieu naturel, comme si ce lieu vous choisissait autant que vous l'avez choisi, faites-le moi savoir dans les commentaires. Parfois, les lieux ont des gardiens, et parfois ces gardiens, c'est nous. Repose en paix ce soir,